19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un week-end pas forcément très ensoleillé. On est ce soir avec Thomas qui est aux manettes. Bonsoir, bonsoir. Ça va Thomas? Ça va et toi Fred? Parfaitement bien. On est avec Fred aussi également, qui est prêt à plonger sur le téléphone au moindre appel. Il est à l'affût. Et puis on a Ronan Courceau aussi qui est là également. Bonsoir Fred, bonsoir toute l'équipe. Bon, je vois que l'équipe est au complet. On va pouvoir commencer maintenant. On va parler, le sommaire, on va parler un peu de l'équipe de France, messieurs, hein, avec la liste de Didier Deschamps pour le match du Luxembourg et le match amical contre l'Espagne. On va parler également de la Ligue des Champions avec les tirages. D'ailleurs, je crois que ça me vient là. Je crois que j'ai oublié de te donner quelque chose, Thomas. Les tirages de la Ligue des Champions. On va parler également de la Ligue 1 avec toutes les réactions sur tous les terrains. On parlera également de la Ligue 2 avec la page spéciale UFC Sochaux-Montbéliard qui a remporté une victoire contre Nîmes. Enfin, on l'attendait depuis un petit moment celle-ci. On va parler du National avec quelque chose qui s'est passé sur un terrain. On vous en dira plus tout à l'heure avec la SM Belfort également. Et puis toute l'actualité régionale avec du foot féminin aussi parce qu'hier on est allé voir un match de foot féminin du côté de Saint-Vite. On vous en parlera. Allez, on commence tout de suite avec l'équipe de France. Allez messieurs, on parle un petit coup de cette équipe de France, de la liste des 24 de Didier Deschamps pour les matchs, comme je disais, face au Luxembourg. Celui-là il va être important. Le match amical aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de match amicaux dans n'importe quel sport. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu. Moi, je dirais que tous les matchs des Bleus sont importants, même s'ils sont amicaux ou si c'est les éliminatoires. Rien que de manière individuelle, souvent des joueurs qui jouent pas les compétitions et qui font leurs premières apparitions en match amicaux ont souvent envie de briller, et donc il y a de l'enjeu. Surtout là, c'est un gros client, c'est l'Espagne, donc c'est une équipe revancharde. J'ai cru que tu allais me dire le Luxembourg. C'est vrai qu'on note son absence pour le moment, c'est vrai. Allez, on passe du côté les défenseurs. On a Djibril Sidibé, l'AS Monaco, l'AS Monaco qui est représenté en forme justement Dembélé du Borussia Dortmund qui fait une grosse saison avec le club allemand. Kevin Gamero, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar qui arrive aussi de Monaco vu les performances. Alors après, la question sur Kylian Mbappé, c'était la question qu'on voit un peu partout. N'est-il pas trop jeune pour arriver en équipe de France? Alors moi, je vais vous donner mon sentiment. Après, vous me donnerez le vôtre. Oui et non, en fait. Oui, c'est sûr que c'est un jeune joueur. Après, il ne faut pas non plus que on va juger sur les 2-3 matchs qui vont arriver après. Voilà, si on le voit là, puis qu'après on ne le voit plus, après, ça peut lui monter à la tête. Mais apparemment, il a quand même... Après, allez, donnez-moi votre avis, votre sentiment. Alors moi, je dirais jurisprudence Anthony Martial. Donc voilà, c'est le même profil, un jeune qui a tout de suite essayé un peu griller les ailes pour moi en partant à Manchester pour 80. Et en équipe de France, il n'a jamais brillé, il a mis qu'un but, je crois. C'est ça. Donc attention, mais Kylian Mbappé, il est présent au grand rendez-vous. Donc il a marqué contre City 2 fois. Il a déjà mis 19 buts cette saison. Donc c'est quand même des stats hallucinantes à 18 ans. C'est vrai. Et je pense qu'il est bien entouré, qu'il est intelligent, qu'il a vraiment une bonne mentalité, un peu à la Thierry Henry. Et puis devant le but, il est pour moi, je pense qu'il est plus adroit qu'Anthony Martial devant le but. Voilà, il a vraiment l'instinct du buteur et il a vraiment beaucoup de sang-froid devant le but. Il a toutes les qualités et pour moi, c'était une bonne idée de le prendre, de Deschamps, de le tester. Même si en attaque, il y a quand même de la concurrence, Lacazette, Giroud, Modeste, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un signe fort à la jeunesse. Et il a quand même prouvé en pas seulement un mois, mais depuis le début de l'année qu'on peut compter sur lui. Voilà. Donc je pense que Benzema peut faire ses valises. À ce coup-là, je pense qu'on ne le reverra plus en équipe de France. Bon, même s'il faut ne jamais dire jamais, mais bon. Et puis encore, Didier Deschamps a encore des vues sur Modeste, sur Mana Dembélé, qui joue du côté de l'Écosse et qui fait une saison énorme également. Donc je pense qu'il y a du potentiel dans cette équipe de France, mais c'est vrai que c'était un peu la question qu'on a entendue cette semaine. Voilà, n'est-il pas trop jeune pour être en équipe de France? Il y a du pour. Et puis, disons qu'il faudrait pas que par exemple on le voit là, puis qu'après Je peux me tromper, mais je crois pas que Kylian Mbappé soit comme ça. Non, je pense qu'il est bien entouré. Voilà. Déjà, il parle bien, il s'exprime bien, je trouve. Et puis il a l'air d'être bien entouré. D'ailleurs, justement, la question a été posée au président cette semaine de Monaco
dans une radio bien connue, justement à savoir si l'année prochaine Monaco pouvait le vendre. Voilà, bon, ça serait un peu tôt pour partir. Un peu tôt. Après, voilà, s'il y a une somme de plus de 100 millions qui arrive, le président réfléchira. Mais ouais, je pense qu'il devrait encore rester encore un an. Surtout qu'en Ligue des Champions, il y avait une bonne ambiance, mais bon, c'est pas le cas à chaque match. Donc forcément, les joueurs ont envie de jouer dans des grands stades, ils ont envie de découvrir aussi une autre atmosphère. Et puis à un moment donné, on a aussi envie de changer d'air, tout simplement. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais en attendant, on va suivre de près sa progression et pourquoi pas, s'il peut grappiller quelques minutes contre le Luxembourg, enfin peut-être pas comme c'est un match officiel, mais pourquoi pas contre l'Espagne, encore un club de haut niveau face à Piqué, face à... Oui, bah c'est vrai que oui, je pense qu'il va le faire jouer comme remplaçant. Les jeunes qui arrivent et qui ont beaucoup de talent, donc je pense que pour les années à venir, on est quand même bien armé. Après, il faudra bien sûr constituer une équipe, parce qu'une équipe, ça se fait pas comme ça. Il faut quelques années également pour avoir des automatismes, mais on est quand même bien armé justement pour aller défier l'Espagne, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Thomas? Ouais, je vois qu'il s'endort là. Non, bah, vous savez que moi je serai forcément du côté de l'Espagne pour ce match. Non, en vrai c'est toujours compliqué pour moi les matchs France-Espagne. J'ai du mal à être pour une équipe plus que pour une autre. Quand c'est dans une grande compétition comme l'Euro ou le Mondial, bah, c'est con hein, mais je suis pour la plus forte parce que je suis pour celle qui peut aller au bout, pour celle qui peut remporter le titre. Donc la France. La dernière fois c'était la France, voilà. Et quand c'est des matchs amicaux, bon ça m'intéresse de regarder, mais je suis pas supporter d'une équipe plus que d'une autre. Allez, je pense qu'on va clore la page équipe de France. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ah bah oui, c'est vrai, toi. Oh, non, mais moi, j'ai les neurones qui s'en vont pour la journée de boulot. Je suis râpé, comme on dit dans le jargon sportif. Oui, il y a Renan qui a préparé une chronique justement sur cette équipe de France. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. L'humeur de Renan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Alors oui, moi j'ai préparé une petite chronique donc justement sur les choix de Didier Deschamps pour la liste pour les matchs contre le Luxembourg et l'Espagne. Donc Docteur Dédé, Mister Deschamps. Comme il y a eu le Gainsbourg et le Gainsbar, Docteur Dédé et Mystère Deschamps. Il occupe un poste et prend des décisions sans cesse contestées, débattues par des millions et des millions de Français, surtout des débats bas qui ne volent pas haut. Il ne veut pas de Benzema, c'est un raciste. Quoi, pas de Lacazette, pas de Fekir, anti-lyonnais, Thauvin dans la liste, quel pro-marseillais, Mbappé, il est pas un peu jeune, pourquoi elle prend Giroud, pourquoi pas Rami tant qu'on y est? Ah bah oui, il y a aussi. Des questions qui se posent et se poseront toujours. Alors si je devais faire le bilan de son quinquennat depuis 2002 pour notre championnat et notre pays. Ça c'est vrai, c'est bien de le souligner, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui représentent la Ligue 1, et la Ligue 1, qu'on dise ce qu'on veut, et en tout cas en ce moment en train de que vous êtes intelligent, que vous me semblez bon. Sans mentir, si votre sélection se rapporte à votre perception, vous êtes le Domenech des sélectionneurs de cette France. À ces mots, Didier ne se sent pas de joie et pour dévoiler son intelligence, il ouvre ses bras, laisse tomber sa liste. Le Marseillais s'en saisit et inscrit en disant « Mon bon Didier, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Il est parti. Vas-y, termine. Voilà, je vais permettre. Donc, avec Alexandre Lacazette, donc Alexandre le Grand et Deschamps. Donc le Lyonnais ayant marqué toute l'année se trouve à fort dépourvu quand danser maintenant. Donc voilà, la non-sélection de Lacazette. Et ensuite, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Et donc une dernière fable concernant Benzema. Allez. La raison du plus fort est toujours la même, tranquille, posée dans le courant, plus de 20 pas vers ton équipe de bouffons. Et que voilà, en aucune façon, je peux pas troubler ta sélection. Tu la troubles, reprise de Deschamps en colère. Et très client, et j'aime bien la rediffuser dans la matinale après. C'est assez frais. C'est vrai, c'est sympa. En tout cas, on a passé un excellent moment avec toutes ces jolies fables. Je voulais. C'est pas de La Fontaine, c'est de Ronan Courceau. Allez, on va passer cette fois-ci à la Ligue des Champions. C'est vrai, l'avenir. Aubameyang, la vitesse, Bernardo Silva, non, ça va être vraiment un très gros match. Et c'est bien que Monaco ne soit pas tombé tout de suite contre un gros Cador. Oui. Ça lui laisse peut-être des chances tout de suite. Et voilà, on s'attend à un gros match. Dortmund, faut pas les prendre à la légère, mais je pense pas que Monaco va faire comme ça. Non, je pense pas que Jardim de Leicester et c'est vrai que c'est quand même une équipe qui joue, même si c'était bon. Séville a fait un bon match en face, même si Nasri a pété, elle ne lâche jamais rien. Et vraiment, elle est belle à voir en tout cas, même si en championnat c'est un peu plus compliqué cette saison.
Mais non, je pense que Dortmund, voilà, on dit toujours bon tirage. Non, on le sait après, une fois que le match a eu lieu, si c'était un bon tirage ou pas. Mais je pense que c'est une équipe qui peut convenir à Monaco. Oui, de toute façon, c'est un gros client. Bien sûr, en quart, il n'y a que des gros clients. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il restait que des gros clients, que ce soit la Juve, Barça, le Real, le Bayern ou l'Atlético, c'était que des gros. Moi, je suis très content de cette affiche. Ça tend vraiment un gros match. Oui, c'est vrai. Et Leicester peut passer également contre l'Atlético. On ne sait jamais. Bien sûr. Et Ça puis, va être compliqué. Mais... c'est possible. Et c'est le contraste des supporters, parce que entre le mur de Dortmund et le stade Louis II, c'est vraiment le contraste. Non, on a bien éliminé Dortmund nous, avec Sochaux. Hein. Voilà. On a fait 2 buts partout là-bas, on a fait 4-0. Je crois que c'était la plus belle victoire qu'on pouvait avoir. Je vois pas un meilleur scénario dans un match à venir. Moi, je suis content parce que voilà, les 3 clubs espagnols tombent chacun contre un autre club et le club français aussi. Donc, il y a moyen d'avoir les 3 espagnols et le français au prochain tour. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Justement, le prochain match, voilà, c'est la Juventus Turin. C'est les 4 affiches. En quart, oui, c'est que des gros matchs hein, cette fois-ci. Il n'y a que du lourd. Il n'y a que Leicester qui vient là au milieu, qui c'est sa première saison en Ligue des Champions. Et ils font fort quand même, ils sont là en quart. C'est vachement bien. Ça va renflouer les... en championnat, mais bon, oui. Vraiment largué au championnat, comme vous venez de le dire. Ils sont 15e à 6 points du premier relégable. Donc c'est bon... Ils ne sont pas relégués encore, mais il y a une petite marge, mais elle est faible. Et puis les Chelsea, Tottenham, Manchester City, United, Liverpool, Arsenal, ils sont plus là. Enfin, où ils n'étaient pas qualifiés, donc ils ne sont pas là. Oui, et donc, c'est beau, quoi, ce championnat anglais où c'est le 15e qui reste là, en Ligue des Champions. Comme quoi, en football, hein, tout est possible, exactement. Donc, c'est quoi tes pronostics ? Alors, Germain va développer son centre de formation et je pense qu'il y aura des jeunes joueurs également car la région parisienne fourmille de pépites et c'est vrai qu'elles partent souvent un peu. Attention à cette équipe de Leicester qui ne lâchera rien, en tout cas les Espagnols seront prévenus. Et puis après, Bayern Munich, Real Madrid, alors là, bonne question. Si on se réfère moi je dirais le Bayern, mais voilà, en face il y a le Real, donc franchement ce match-là, je pense sur les 4, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus indécis quoi. Mais bon après on s'efforce quand même en Ligue des Champions donc j'espère pour eux qu'ils ont les ressources. En tout cas financières ils les auront parce que ça rapporte aussi de l'argent hein. Il y a aussi un aspect financier qui est pas négligeable. Lucas Digne, bon il est pas forcément top mais en tout cas il est dans cette équipe de Barcelone. À l'Atlético on a nos 2 attaquants Griezmann et Gamero qui sont excellents en ce moment. Donc le Bayern, on a dit qu'ils étaient éliminés. Donc Kingsley Coman, on oublie. Et puis au Real Madrid, l'entraîneur Zizou, Benzema et Raphaël Varane. C'est ça qui est marrant parce qu'à un moment donné, on nous disait la Ligue 1, championnat est faible, machin. Mais on s'aperçoit que tous nos joueurs, ils arrivent à s'adapter à l'étranger et non seulement à s'adapter, mais à rester titulaires dans des grandes équipes. Donc bon, je pense quand même que la Ligue 1 n'est pas aussi faible que ce qu'on peut le dire. Si on continue sur cette bonne série, on risque de grappiller des points à l'Italie dans les saisons prochaines. On peut parler de Laurent Koscielny aussi du côté d'Arsenal. Il y en a plein dans tous les championnats, les grands championnats en tout cas. Ouais. Justement, on va écouter Vadim Vassiliev qui nous parle justement de ce match entre Monaco et puis Dortmund. Quand je pense que tout le monde qui aime le foot sera vraiment passionné par cette rencontre. Ce sera intéressant de voir parce que nous avons notre ancienne monégasque, Aubameyang, qui joue pour eux. Et les lignes, ce qu'on a fait déjà et pas changer surtout. Pour moi, il n'y a pas de favoris dans ce match-là. C'est vraiment reste ouvert. Et à ce stade-là de compétition, toutes les équipes sont fortes. Il n'y a pas un hasard que les équipes sont en quart de finale. La priorité reste le championnat. Nous sommes dans la lutte pour le titre. Il nous reste 9 finales à jouer. Si on se qualifie pour demi-finale, tant mieux. Mais moi, je suis fixé sur notre objectif, c'est le championnat. Oui, l'objectif, le championnat, mais une place en demi-finale quand même, hein, c'est pas rien. On dit pas non. C'est pas rien. Ils ont déjà presque validé leur billet en Ligue des Champions la saison prochaine. Déjà. Oui, pratiquement. Allez, on va parler des quarts de finale justement, mais l'Europa League. Alors, je vais vous donner la liste des matchs avec Anderlecht
qui recevra En demi-finale. Ils ont l'habitude des Coupes d'Europe. Ils ont mis 5 buts à la Gantoise qui avait battu Tottenham. C'est ça, Donc, tout à fait. Donc attention. Ouais, mais le Celta Vigo, bon, Madame Schalke, Schalke Nulfir, bon. peut-être plus Schalke, hein, Oui, l'expérience, mais moi je mettrais Schalke aussi. Et puis Lyon, Besiktas, Lyon a les moyens de passer. faut faire la différence au match aller parce Bah, qu'à je mon pense- avis là-bas, Je pense qu'il faut en mettre 3 au match aller et puis pas en prendre. c'est ça. Je pense qu'il faut aller avec quelques buts dans la besace parce que le match retour va être chaud bouillant. Très Mais bon, compliqué. ils ont joué à la Roma. Je pense que la Roma est quand même supérieure à Besiktas. Donc, Mais dans le stade là-bas, l'Olympiakos en a pris 4, je crois, C'est au ça, tour c'est précédent. Donc, C'est ça. c'est- ils en ont pris 4. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en est. On suivra on va ça. bien suivre Lyon, le club français. Exactement, qui nous rapporte des points parce qu'à l'indice UEFA, on est remonté et on va bientôt titiller les Italiens. Et si Sochaux est un jour qualifiant, voilà, c'est pas ça. Mon Dieu, j'espère. J'espère. C'est Et mon puis- rêve, c'est aller voir au moins un match en Ligue des Champions. Juste un. Après, c'est pas grave. Si Sur on FIFA. abandonne sur forfait, voilà, sur Sur FIFA. console. Sur FIFA, mais je suis encore en Ligue 2. Sur FIFA, je- trop. Et puis ils ont un petit coussinet d'avance, bon, léger sur Marseille et Bordeaux, 4 points d'avance. Bon, c'est pas non plus énorme, mais normalement ils devraient gérer en championnat pour finir à cette 4e place et donc ils peuvent se consacrer. Et ils visent vraiment le titre en Europa League. Quoi. Voilà. Il y a que Manchester, en gros, le gros client, mais bon, même si toutes les équipes sont compliquées. Et les Celta Vigo lyonnais ou faire une finale perdue de Ligue des Champions si vous êtes monégasque. Bon, ni l'un ni l'autre. Enfin, moi, je préfère gagner toutes les compétitions. Après, Je dirais que Monaco. quand on est compétiteur, on veut tout gagner. Donc gagner l'Europa Après, League plutôt Oui, que gagner l'Europa League. Oui, je pense que pour le moment, l'Europa League est plus accessible pour un club français comme Lyon, voire plus si les autres étaient passés, qu'en Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Il y a quand même des grosses équipes et il y a des grosses écuries. Mais bon, après, tout est possible. Rappelons-nous de je vois bien, Monaco. Monaco. Non, aucune. c'est que du bonus. Là, ils peuvent y aller et lâcher les Exactement. chevaux. Et justement, on va écouter Bernard Lacombe qui nous parle justement des matchs que lui, il a vécu également du côté de Besiktas. Moi, je les ai joués en intertoto avec l'OL. J'étais entraîneur à l'époque, mais j'ai joué surtout à Istanbul des matchs avec Bordeaux contre Galatasaray et Fenerbahçe, qui étaient des matchs. Enfin, pas ok, intéressante. Et après, je me tais. J'ai les cotes pour la victoire finale en Ligue des Champions, ça vous intéresse? Allez, vas-y. Donc donne-les. la meilleure cote c'est pour Leicester, 25. Donc si vous misez 10 euros, vous remportez 250 euros. Le risque est grand là quand même. Le risque est pas mal. Et ensuite c'est Monaco. La cote est à 12. Donc Monaco 2 fois plus de chance. Donc si vous misez 10 euros, vous remportez Yern. Si vous voulez mettre quelques, Monaco à 12, moi. Et si Monaco vous voulez à 10, mettre quelques à 12, pièces, ouais. allez-y. Vous avez les cotes N'hésitez maintenant, vous savez. Moi, je verrais bien doubler Monaco et Lyon vainqueur de la Coupe d'Europe. Mais Eh ben, rappelons on verra. que jouer avec excès comporte des risques. Donc, Exactement, tout à fait. Tu fais Si bien on- de le- si on tu fais perd, bien de le rappeler. si on perd. pour le CSA. Mais en fait, les paris, c'est que tu gagnes au début, puis après tu perds tout. Justement, la D1 féminine, on en parle. C'était la 16e journée ce week-end. Avec des surprises, samedi 18 mars, Marseille a battu le Paris Saint-Germain 2-0. L'Olympique Lyonnais s'est imposé facilement du côté d'Albi 5-0. Et ce dimanche, Montpellier est allé battre Guingamp 2-0. Rodez est allé battre Soyo 3-2. Juvisy est allé battre Metz 3-1. Et Saint-Etienne et Bordeaux se quittent sur un match nul 0 partout. Alors, au classement, on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même un rapproché. Bon, Lyon est parti avec 45 points étant en première position. Deuxième, le Paris Saint-Germain à 38 points. Mais il y a Montpellier qui revient avec 37 points, la 3e place. Marseille est à la 4e place avec 26 points. Et en dernière, il faut quand même le souligner, C'est ça. ils n'ont pas les budgets de... C'est pas la Ligue 1. Ils n'ont pas les peut budgets pas de Lyon comparer. et puis du Paris Saint-Germain. Allez, justement, on va ouvrir la page. Dimanche 15h, quand Monaco. 3-0 Bien sûr que si, moi j'ai suivi, j'avais l'oreillette, tout, je me tenais au courant. Moi aussi. J'ai bien vu que tu ne te tenais pas au courant. Allez, on va passer à Lille Olympique des Doigts. Justement, vous allez avoir la réaction de Florian Thauvin qui lui fête sa première sélection, va fêter en tout cas sa première sélection en équipe de France. Et lui, justement, il revient sur Franck Passy qui le dit, il nous connaît bien et ils nous ont bien bloqués. Et puis Sébastien Corchet également, qui lui, est plutôt mitigé. Il dit, on aurait pu gagner, mais ça reste tout de même un bon point. Enfin, Vu le match, c'est vrai qu'on aurait pu obtenir les 3 points parce qu'on fait, on fait un bon match. On essaye de les harceler haut parce qu'on ne voulait pas qu'ils fassent leur jeu. On continue à avancer. Oui, c'était ça, de pas les faire jouer
d'aller les chercher haut et oui, qui ne se procurent pas d'occasion parce qu'on sait qu'offensivement ils sont très très forts. Donc voilà, de ne pas prendre de but face à cette équipe, c'est bien. On a été solide défensivement et comme j'ai dit, c'est dommage de ne pas avoir marqué un but parce que si on aurait ouvert le score, on aurait été content. Mais c'est dommage, mais voilà, maintenant on va bien se reposer et maintenant il faut aller faire un résultat le prochain match à Bastia. On peut toujours faire mieux, mais ce soir, parce qu'ils nous ont empêchés de jouer, on n'a pas réussi à s'installer dans leur camp, ce qu'on fait d'habitude, et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Il faut saluer la prestation de Lille ce soir, parce qu'ils nous ont vachement bien bloqués, même si on arrivait à ressortir une passe, à créer un décalage, tout de suite ça se refermait. Franck Passy connaît très bien l'équipe, c'est un effectif qu'il connaît vraiment très bien, donc il nous connaît tous et il a fait en sorte de nous bloquer. Et ça a bien fonctionné ce soir. Moi, je pense que quand on n'arrive pas à imposer notre football comme ça a été le cas ce soir, il est important. Heureusement, on prend un but d'entrée. Et en plus, on n'a vraiment pas de chance. On prend un but contre son camp. Donc voilà, après derrière, il faut courir derrière le score. Et on a essayé jusqu'au bout, mais ce soir, on n'a pas réussi. Comme vous dites, ça fait 3 matchs qu'on ne marque pas. C'est vrai que c'est dur quand on joue le maintien. Si on ne marque pas de but, on ne pourra pas réussir. Mais maintenant, voilà, il faut pas lâcher. Il faut qu'on reste tous solidaires. Il ne faut pas commencer à dire c'est l'un, c'est l'autre. Il faut qu'on reste tous solidaires parce que ça va être compliqué aussi. Bah oui, il faut rester solidaire dans le football et dans le sport en général, car c'est sûr que si on n'est pas solidaire, tout devient plus compliqué. Ça a fait un but partout. Un but inscrit par Emiliano Sala à la 22e minute de jeu, mais ils n'ont pas eu trop le temps de le savourer, car Jean-Michel Seri a égalisé à la 28e minute très haut. Justement, Dante, il revient sur le pressing haut de Nantes. Il dit qu'il faut aller de l'avant et ne pas regarder justement devant, donc c'est-à-dire ne pas regarder les résultats de Paris. Un petit pénalty discutable. Sur lui discutable qui n'a pas été sifflé. Et puis Lucien Fabre, lui, comme je disais tout à l'heure, qui a été impressionné par cette équipe nantaise et qui dit que c'est bien pour le championnat de France. C'était une vraie bataille, hein. On a vu, Nantes, il essaie de mettre beaucoup d'engagement, ils nous ont pressé très très haut, donc voilà, c'est des matchs, c'est pas point perdu, c'est gagné, c'est la bataille, on a répondu présent et donc voilà, le championnat ça continue. Hein. Je pense que voilà, c'est clair qu'il y a des gros absents pour ces moments. Mais il ne faut pas chercher là-dessus, il faut continuer à travailler et regarder de l'avant. Si nous, on commence à penser trop ça, on ne va pas bien finir. Donc voilà, l'important c'est que nous, l'état d'esprit, il continue à être le même. Il ne faut pas être dessus par ça, il faut continuer à travailler puis, pour donner du plaisir à nos supporters. Je pense oui, parce que je partais droit au but, il vient vraiment gagner, mais c'est le football, on prend les 1 point. Je pense qu'on a un objectif et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas seulement le maintien, on va essayer de viser un peu loin, si c'est possible, essayer de gagner les matchs prochains. Viser l'Europe, c'est ça l'objectif encore? C'est possible ça? Non, l'essentiel pour nous c'est de gagner chaque match. Chaque match pour nous est très important et on fera tout pour les gagner. Ouais, il faut continuer, on prend des risques. C'est vrai, on prend des gros risques. Si on loupe un contrôle, c'est le contre par l'axe, c'est très dangereux. Mais je crois qu'il faut continuer à faire ça parce que on a plus de possession de balle et puis sur l'ensemble du match, ça aide l'équipe. Et puis c'est le jeu, quoi, finalement. Après, c'est ce qui nous manque, un petit peu de tranchant, quoi. C'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est bien de continuer de jouer parce que le pressing est très intensif. Moi, je pense que c'est très très bien pour le championnat de France d'avoir des équipes comme ça parce que ça y va. Hein. Non, mais franchement, c'est bien. C'était bien. Et puis c'est bien pour les joueurs parce que y a du rythme, etc. Au début, on avait un peu de peine. Ça joue à une touche aussi. Ça donne, redonne, ça fonce devant et ça prend les espaces. Et ils nous ont mis en danger, c'est clair. On a pas mal joué le coup quand même. Bah oui, une belle équipe de Nantes en tout cas qui a bien pressé cette équipe de Nice. Allez, on passe à un autre match où il y a eu des buts entre Bordeaux et Montpellier, car Bordeaux s'impose 5-1. Alors tout commençait par Diego Roland à la 25e minute de jeu, 4 minutes plus tard, Sankaré à la 29e, Vada sur penalty à la 32e. Et il y a eu dans l'intervalle Riyad Boudbouz à la 47e qui a mis son penalty. Diego Roland à la 76e inscrit un doublé et Malcolm à la 90e donne la victoire à cette équipe bordelaise. Une victoire pour le président Jean-Louis Trio qui quittait la présidence. Il y a un nouveau président du côté de Bordeaux et il a quitté la présidence avec un fumigène à la main devant la tribune. Donc là, logiquement, c'est une amende. Il va être interdit de stade, peut-être. Exactement, il va être interdit de stade. Jean-Louis Trio qui a fait beaucoup pour cette équipe bordelaise. Et en tout cas, il la lâche en bonne position. Là, ils sont 5e, ils sont très plaisants cette année à voir. C'est vrai que Jocelyn Gourvenec voulait lui donner la victoire, mais contre Monaco,
Sur le match d'avant, mais finalement il n'avait pas réussi parce que gagner à Monaco en ce moment c'est très compliqué. Et finalement là, il souligne justement l'efficacité. Quand on met beaucoup de buts, c'est toujours ce qu'on souligne, même si le score peut paraître sévère. Il dédie la victoire à son président Jean-Louis Trio et au nouveau président Martin. Belle victoire avec des buts, un match qui a été, on n'a pas bien négocié les entames de mi-temps pendant 20-25 minutes en première et en deuxième, mais on a été à l'intérieur de ce match, on a été efficace. On a retrouvé la même cohérence qu'on avait eue sur nos derniers matchs, notamment Lyon et Monaco, pour bien défendre ensemble, ne pas se désunir quand c'était un petit peu dur. Et on a été très efficace en faisant mal sur nos points forts actuels. Après, le score peut paraître sévère, parce que Montpellier nous a aussi posé des problèmes. Mais en même temps, on a su appuyer et être très efficace. Mais des fois, ça arrive aussi de faire des erreurs. Un match aller, on avait fait une super entame, on a 2 grosses occasions, on ne marque pas, on prend 2 buts, on se retrouve à 10. Parfois, ça tourne comme ça aussi. Et on a eu le mérite d'exploiter aussi les petits oublis d'adversaires. Ouais, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très bien. C'était bien de lui rendre hommage. J'avais dit à M. Trio que j'aurais bien voulu la semaine dernière à Monaco, juste après son départ, lui dédier une victoire qui aurait été un superbe exploit. On n'en a pas été capable. Je crois qu'avec une semaine de retard ou de décalage, on était très content de lui offrir aussi cette victoire. Lui rendre hommage, c'est un minimum. Le COP l'a fait, le public l'a fait, c'est très bien comme ça. On avance, et le président Martin sera sa première victoire aussi, et voilà, faut qu'on continue comme ça. C'est dur de dire qu'on a fait un bon match en perdant 5-1, mais on a fait des cadeaux, et en 7 minutes, on a anéanti les 30 premières minutes qui étaient, à mon sens, assez bonnes. Mais on a fait trop d'erreurs techniques pour pouvoir figurer dans un match de Ligue 1. Bah oui, trop d'erreurs techniques pour Jean-Louis Gasset. Mais oui, c'est comme ça. En tout cas, cette équipe de Montpellier en a pris 5. Allez, on va passer à un autre match. Un match de mal classé entre Nancy et Lorient. Un match de dingue. Oui, un match renversant. Ouf, hein. Avec Nancy qui menait 2-0 grâce à Moissa à la 28e minute de jeu et Issiardia à 42e sur pénalité. Là, on se dit à 2-0, Nancy, c'est fini. Allez, le match, on va gérer tranquillement. En plus, c'est un match important. Nancy était quand même dans la zone également. Et Lorient, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Nancy en deuxième période. Il n'y a plus rien. Exactement, il n'y a plus rien. Mukonjo marque à la 66e minute de jeu. Et en 4 minutes, Lorient va renverser complètement cette rencontre et partir avec les 3 points avec Wesley Lotois à la 86e minute de jeu et Arnold Wemba à la 90e. Alors là, le dernier but, il est quand même énorme. Le défenseur qui lève la jambe, le ballon passe à côté. Et c'est vrai qu'une équipe de Nancy est complètement à la dérive. Alors bien sûr, Wesley Lotois et Benjamin Lecomte que vous allez entendre sont très heureux car pour eux le maintien c'est pas encore fini. Pablo Correa lui est très énervé après cette rencontre. Et puis on va entendre le président Rousselot qui a passé une journée compliquée parce qu'il a perdu la présidence de la Fédération française de football assez largement. Noël Le Graët est passé devant assez largement. Et il a fustigé son équipe avec des termes. Bon, s'il y a des enfants près du poste, mettez-vous des bouchons dans les oreilles. Pas très élogieux, mais bon, des fois, ça sort, c'est spontané. C'est une comme gueulante. Ça. Exactement, une gueulante, comme tu dis. On est heureux ce soir. Là, c'est pas fini. Il va falloir enchaîner face à Caen à domicile. Aujourd'hui, rien n'est acquis. On relance peut-être un petit peu les dés. On recolle aussi à nos concurrents. Ça, c'est très important, mais il ne faut pas du tout s'enflammer. Il y a une trêve qui arrive au bon moment avec justement cette victoire, parce que ça aurait été tout autre si on avait perdu, je pense. On n'a pas le droit de... Je ne sais pas si on n'a pas le droit, mais en tout cas, c'est ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, c'est insuffisant. Largement insuffisant. J'aurais dit que pour devenir une équipe de Ligue 1, il faut beaucoup plus que ça. Voilà. Moi, c'est une colère noire que je parce que on n'a pas le droit de laisser échapper un match comme on a laissé échapper aujourd'hui. Moi, je suis inquiet depuis un moment. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis un moment. Et la réalité, c'est ça. C'est probablement mes joueurs qui ne sont pas inquiets et qui devraient l'être. En tout cas, c'est une journée de merde pour moi. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. Vraiment. Ce matin, c'était déjà une
une parodie de mauvaise foi, de gens qui ne tiennent pas leurs promesses ou leurs paroles. Et ce soir, c'est encore pire, c'est que les joueurs ont lâché en deuxième mi-temps et ça, c'est insupportable. Insupportable. Je viens de leur dire, je leur ai dit tout à l'heure en des termes peu élogieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas piqué une colère comme ça. Je leur ai dit que c'était une bande de petits cons et qu'il fallait vraiment qu'ils se bougent le cul. Je vous emploie l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Ils ne voulaient pas retourner là d'où on venait. Coach, il reste avec nous parce que ça fait 20 ans que je le connais. Il va faire ce qu'il faut, lui, de son côté, pour assurer le maintien, à condition d'avoir les acteurs et les joueurs qui soient vraiment motivés pour assurer le challenge qui nous est proposé là pour ces 8 matchs qui arrivent. Mais je demande une exemplarité au quotidien, de la première minute à la dernière minute sur le terrain et surtout avant, en amont, à l'entraînement. S'il y a des fêtards, je peux vous assurer qu'ils vont être sanctionnés lourdement. Bon, et je prendrai les mesures qu'il faut. Bon, je pense que les fêtards du côté de Nancy, ils sont prévenus. Hein. Oui, c'est vrai que le président, il n'a pas caché. Il était très, très en colère. C'est sûr qu'il a passé une journée de M, on va pas le dire en direct, mais c'est vrai que c'est une sale journée en tout cas pour lui. Et très mauvaise opération au classement. Et... Ah oui, justement, on va le voir après. C'est vrai que très, très mauvaise opération. Puis en plus, on relance un concurrent direct et ça, c'est vraiment encore moins bon parce que là, Lorient, c'est reparti avec le moral. Voilà, à plus 20 000 là et pour le prochain match ça va être compliqué pour cette équipe de Nancy de se remettre dans le bon wagon. Les merlus refont surface, on peut dire. Exactement, Si tout à fait ça. Hein. Pas le Mérou mais le Merlu, oui. Allez, on passe justement à Toulouse, Rennes. Là, ça a fait 0 partout. Il n'y a pas eu de but. Alors là, c'est vraiment un match à oublier. Soporifique, comme on dit. Toulouse a fini à 10. Très bon mot. Soporifique, on dort devant. Et justement, vous allez entendre la réaction de Christian Gourcuff, qui lui est pas frustré parce qu'il a vu un bon collectif de Rennes. Et puis Pascal Duprat qui lui, jusqu'à la 60e, il pensait pouvoir ouvrir le score. Et ensuite, ça a été plus compliqué. Il rappelle justement à ses joueurs qu'il faut courir, même en sélection. D'accord, ok. Des regrets, j'en ai eu beaucoup sur les derniers matchs à l'extérieur. Sur celui-là, sur le score, oui, sur le manque d'efficacité. Mais globalement, quand on fait des matchs comme ça, il y a de la consistance. Donc j'ai l'habitude de me détacher du résultat. Donc ce qui me satisfait plutôt, c'est la consistance sur le plan collectif qu'on a démontré, peut-être pas pendant les 90 minutes, parce qu'on a eu une reprise difficile en deuxième mi-temps, où ils ont mis beaucoup de pression avec des deuxièmes ballons où ils venaient avec beaucoup d'intensité dans le pressing. Mais un match qu'on a globalement bien abordé sur le plan collectif. On a manqué peut-être l'accélération encore sur le plan offensif pour faire la différence, même si on a eu quand même énormément d'occasions. Et le résultat n'est pas l'essentiel, c'est aussi le contenu. Et contrairement peut-être aux dernières prestations à l'extérieur, on a montré de la consistance sur le plan collectif. On est là, on construit, on perd pas beaucoup. On sait très bien que cette rencontre, si on gagne à 0, ça change, on prend 2 points de plus. Voilà, si on le fait pas, c'est qu'il y a aussi des insuffisances, donc on se voile pas la face. C'est des choses déjà sur les occasions qu'on s'est créées, davantage d'efficacité, et puis certainement se créer davantage d'occasions encore compte tenu de la maîtrise qu'on pouvait avoir, en tout cas à certains moments du match. Jusqu'à la 60e, frustré de ne pas ouvrir le score. Après la 60e, heureux de faire un match nul. Bon, logiquement, on s'attend contre Rennes à recevoir une leçon de football. Ce n'était pas le cas ce soir. Mitigé, on va dire. Je suis rassuré aussi quant à l'état d'esprit. J'avais dit cette semaine, et je le redis, et je le redirai jamais assez, on se doit de respecter l'institution lorsqu'on est joueur professionnel, entraîneur du TFC. Aujourd'hui, les joueurs ont respecté l'institution, puisqu'ils se sont tous admirablement bien comportés d'un point de vue de la débauche d'énergie. Les condamnations, c'est pas moi qui les distribue, donc je ne suis pas procureur de la République. Donc, je suis simplement entraîneur, je suis appelé à faire des choix et les choix je les assume. Voilà, ils vont tous partir en sélection, j'espère qu'ils vont bien défendre les couleurs de leur pays. Je suis certain que tous autant qu'ils sont, ils comprendront que courir aussi pour son pays, alors qu'on est footballeur, c'est le moins 10 ans. Bon, la semaine dernière, on avait les champions du monde de la marche. Cette fois-ci, il faut qu'ils courent. Bon, faut savoir. Ils vont arriver à trouver un compromis entre les deux du côté de Toulouse. Allez, on va aller du côté d'Angers. Angers qui recevait l'équipe de Guingamp. Et c'est Angers qui s'impose 3-0. Cette équipe d'Angers, en tout cas pour le moment, marche très bien et est bien remontée en championnat. Avec des buts de Bamba à la 63e minute de jeu. Tout s'est joué en seconde période, en fait. Avec Thomas Mangani à la 69e
Et Famara Diédhiou à la 83e qui dribble 2 joueurs avant d'aller marquer un beau but. Grand pont piqué, ouais, oui, c'est exactement, comme tu l'as dit. Surprenant. Oui, il commence à prendre un peu c'est la teneur de la Ligue 1, peut-être. Il commence à avoir accumulé aussi des matchs, même s'il ne joue pas forcément tout le temps. Mais ça commence à venir pour notre Famara Diédhiou. Justement, on va entendre la réaction de Stéphane Moulin qui dit que son équipe a eu un passage à vide de 30 minutes. Et puis Camboiré, qui est lui qui analyse une bonne première période, puis ensuite plus rien. Puis forcément, voilà, quand on prend 3 buts, toujours l'efficacité défensive qui n'est pas bonne et puis l'efficacité offensive, car Guingamp a eu plusieurs occasions, mais le plus dur c'est de les mettre au fond. D'abord, avant de parler de ce que je leur ai dit, c'est aussi reconnaître la valeur de cette équipe de Guingamp, qui est l'une des rares ces derniers temps à nous avoir posé autant de problèmes. Alors après, on peut toujours dire qu'on n'y était pas assez. Je crois qu'on a bien démarré le match, mais on a eu une période de 30 minutes où on a effectivement subi les nombreux assauts guingampais. On a eu la réussite qu'il fallait pour entrer à la mi-temps sans dommage. Et puis après, pour le discours de la mi-temps, d'abord pas perdre confiance, savoir contre qui on joue. Je leur ai dit quand même qu'il y a 2 ans, ils jouaient la Coupe d'Europe, donc il n'y avait pas non à crier au loup parce qu'on n'y arrive pas. On a réglé quelques petits problèmes, notamment dans les distances entre les lignes, dans les distances entre les joueurs. C'était important. On défendait trop bas en première mi-temps. Nos attaquants allaient faire jouer assez haut, mais on avait trop d'espace entre les lignes. Donc voilà, il a fallu un petit peu secouer tout en gardant à l'idée quand même qu'on jouait un adversaire de qualité. Mais j'étais persuadé qu'on était capable de faire mieux et ils l'ont démontré en deuxième mi-temps. L'efficacité, parce que de toute façon, on a fait une première mi-temps de toute beauté. Donc on a montré 2 visages. Une première mi-temps où il a manqué simplement le but, ou les buts, parce qu'on a eu quand même pas mal de situations. Puis après une deuxième mi-temps où Angers est arrivé avec d'autres arguments, un pressing haut, avec des ballons récupérés donc très haut. Puis nous, on a été incapable de ressortir, de tenir le ballon. Et donc sous les coups de boutoir, Angers a marqué logiquement. Et puis après derrière, avec les espaces, ils ont pu marquer le deuxième et le troisième but. Physique, ça rejoint aussi le mental, quoi. Je pense que le sentiment de faire une bonne première mi-temps, une très bonne d'ailleurs, et c'est ce qu'on s'était dit, et on voulait continuer dans cette voie, mais peut-être surpris par le visage donc de cette équipe d'Angers qui a fait un énorme pressing et puis qui nous a empêché de ressortir les ballons. À partir de là, le premier but nous fait mal, et puis après donc on a baissé de pied physiquement et aussi mentalement, quoi. Ce qui nous a mis en difficulté, quoi. On n'a pas été capable de se révolter, donc de trouver donc les arguments donc par rapport à la tenue du ballon, par rapport à ressortie, par rapport aux courses pour aller vers l'avant, quoi. Oui, pour aller vers l'avant, c'est mieux pour marquer des buts, c'est plus facile. L'en avant Guingamp. Exactement, l'en avant de Guingamp. Il sait faire des rimes. Ronan et puis Antoine Camboiré aussi, il sait faire des rimes. Bon, moi, je pense qu'il n'a pas fait exprès celle-ci. Allez, on passe à dimanche. Il y avait 3 matchs avec Monaco qui se déplaçait du côté de Caen. Comment allait réagir justement Monaco? On sait que c'est jamais facile après un match de Coupe d'Europe de réaliser une performance. Mais bon, comme Monaco marche sur l'eau en ce moment. Avec Kylian Mbappé. Exactement, avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui signe un doublé. Puis Monaco s'impose 3-0 du côté de Caen. À la 13e et 81e avec sa première sélection qui va bientôt honorer. On va justement écouter Patrice Garand qui lui estime que son équipe a trop respecté Monaco. Et puis finalement, Monaco était tout simplement plus fort. Et Bakayoko qui dit c'est une belle semaine en tout cas pour cette équipe monégasque. On n'a pas fait le match qu'on voulait faire. On n'a pas mis assez de folie. Voilà. Puis après, même si je trouve qu'on avait bien commencé le match, jusqu'au but. L'idée, c'est de les sortir de leur confort, d'aller les chercher, de jouer haut. C'est ce qu'on a fait au but. Après, le but, l'impression que j'ai eue au bord du terrain, c'est que ça a coupé les pattes de mes joueurs. À partir du moment où ils ont pris ce but, ils se sont dit ça va être très très compliqué. Plus fort partout. Puis après, on a un joueur qu'on avait évoqué avant le match, a fait des différences. Incroyable. Nous, pour gagner ce genre de match, il faut qu'on soit à un autre niveau que celui où on a été aujourd'hui. Alors c'est pas faute d'avoir eu envie, d'avoir essayé, mais encore une fois, je ne vais pas parler avec les joueurs tout de suite après, mais je pense que ce but m'a coupé les pattes. À la mi-temps, j'ai essayé de corriger 2-3 petites choses, mais le message que j'ai surtout fait passer, c'était qu'on les regardait trop, on les respectait trop, il fallait mettre un peu plus de folie, mais que c'était possible. 1-0, ça restait possible. On commence la deuxième mi-temps, penalty, donc après, le match il est fini. Je sais pas c'était laquelle, mais ouais, on est bien en ce moment, on enchaîne les victoires. Les victoires engrange de la confiance. J'espère qu'on continuera à rester sur cette dynamique après la trêve. Maintenant, on va
va tous partir dans nos sélections respectives et revenir gonfler à bloc pour bien finir cette saison. Oui, je pense. Jusqu'à aujourd'hui, on a joué toutes les compétitions à fond. Pour le moment, on a des bons résultats. On est encore en course partout. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de la saison, on arrivera à aller le plus haut possible dans chaque compétition. Mais voilà, le plus important, c'est le championnat. Oui, je me sens bien dans cette équipe. Après, c'est ma 3e saison ici. Donc voilà, j'ai créé des liens forts avec tout le monde, que ce soit avec le coach ou même avec les supporters. Il y a beaucoup d'osmose entre nous tous et j'espère qu'on leur apportera des trophées cette année. Oui, c'est une belle semaine. Voilà, on termine ça de belle manière face à Caen aujourd'hui. Donc on peut se tourner sur nos sélections respectives, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on verra dans 15 jours. Et oui, on verra dans 15 jours, après justement cette trêve internationale. Allez, on part pas trop loin de chez nous, du côté de Dijon. Dijon qui recevait l'AS Saint-Etienne. Et Dijon qui s'incline sur son terrain sur un but de Verretou à la 77e minute de jeu. Un but qui ne doit rien à personne car il est parti depuis son milieu de terrain et puis il a inscrit le but tout seul. Un petit pointu à la fin. La défense dijonnaise était partie du côté de la buvette et il a pu marquer tranquillement. Et Dijon n'a jamais pu revenir dans cette rencontre. Justement, vous allez écouter la réaction d'Olivier Dalloglio qui lui estime qu'il y a trop de joueurs dans son effectif qui étaient en dedans aujourd'hui. Et puis Benjamin Cornier qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et puis qui lui dit tout simplement ça fait du bien après toutes les défaites justement qu'a engrangé l'AS Saint-Etienne. Mais là c'est plus l'inverse, moi j'ai pas aimé la première mi-temps, on va dire sincèrement. Voilà, donc la première mi-temps ne m'a pas plu du tout parce qu'on a été très timide dans le jeu. On trouvait mes joueurs en dedans, on a récupéré des ballons bas mais on les a mal exploités, il n'y a pas eu de mouvement autour. Donc le mot sur la première mi-temps c'est timidité, la deuxième mi-temps était un petit peu mieux, mais après beaucoup de regrets par rapport au but qu'on prend. On prend un but quand même que l'on peut vraiment éviter, un garçon qui part de très loin, le laisse partir. Voilà, mais après on ne rattrape plus le coup. On a poussé sur la fin, mais bon, c'était un petit peu désespéré. Je suis déçu parce que je pense que je connais mon équipe, on peut faire mieux que ça. Oui, parce que sur le match de Rennes, on a fait un match sérieux face à une équipe solide. Elle a ramené un résultat. Je pensais que on avait emmagasiné un petit peu de confiance. Malheureusement, non, ça a été cette timidité de cette première mi-temps que je ne m'explique pas trop. Après, comme je le dis souvent, on a besoin de nous d'avoir l'équipe entière présente. Et là, il y avait des garçons qui étaient vraiment dedans et qui ont fait leur match sans plus, qui se sont un petit peu cachés, donc il va falloir revoir ça et vite parce que la fin du championnat elle s'annonce difficile. Ouais, c'est sûr qu'on avait à cœur d'arrêter un peu cette spirale négative de mauvais résultats, d'autant plus avant la trêve. Du coup on a 2 week-ends sans jouer, donc c'était très important de l'emporter ce soir. On avait vraiment à cœur de faire un bon match, d'être solide défensivement, c'est ce qu'on a fait et bien fait ce soir. Oui, de toute façon on le savait, maintenant tous les matchs qui nous restent à jouer vont être compliqués, on l'a vu la semaine dernière contre Metz, on l'a vu encore ce soir, c'est des équipes qui jouent leur va-tout pour rester en Ligue 1. Donc forcément, on sait très bien que ça va être des matchs compliqués. Maintenant, je pense que défensivement, on a encore une fois toute l'équipe a bien bossé. C'était le mot d'ordre et après, on savait qu'on pouvait se procurer quelques occasions et en mettre une au fond. Et il en a suffi d'une ce soir, donc c'est très positif. Ouais, c'est vrai on l'attendait vraiment, même si je pense qu'on ne doutait pas, mais c'était rageant d'avoir ces mauvais résultats et d'avoir ces 4-5 derniers matchs où on n'a pas pris trop de points. C'est vrai qu'on est habitué à mieux et on sait qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux, oui, la Saint-Etienne a fait mieux. Et elle a planté un but à cette équipe de Dijon. Allez, on passe au grand format de cette 30e journée avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique Lyonnais. Et c'est Lyon qui a ouvert le score par Lacazette dès la 6e minute de jeu. Paris a été cueilli à froid. Et ensuite, Paris s'est rassuré un petit peu en marquant 2 buts à la 34e minute de jeu par Adrien Rabiot et à la 40e minute de jeu par Julian Draxler. Un match que vous avez suivi, messieurs ? Oui, tout à fait. On s'attendait à un gros match, c'était un bon match. Mais bon, Paris était trop fort pour Lyon qui revenait d'une défaite donc, en Ligue des Champions, en Europa League, qui les a quand même qualifiés, donc un gros match. Et Paris était vraiment trop fort, surtout avec Pastore, qui a ébloui encore au milieu. Et voilà, donc peut-être si Pastore était au Camp Nou, ça aurait peut-être changé les choses. Voilà, on aime bien se remémorer ça. Mais c'était un bon match et Lyon a fait une croix pour moi sur le podium.
Oui. Et Paris a envoyé un message à Monaco qu'il était toujours là et que Monaco ne devra pas faire de faux pas s'il veut espérer Oui, remporter. c'est vrai que Lyon a laissé beaucoup de force à la Roma, parce qu'en fin de match, c'était hockey choral dans la surface, de Lyon. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'influx dans cette rencontre. Et ben justement, on va écouter le défenseur Diakabi de cette équipe lyonnaise qui a marqué d'ailleurs contre Lyon au match retour. Qui a marqué. Et Marquinhos également. Moi, je trouve que c'était un début de match difficile. On a fait quelques erreurs, mais je trouve aussi qu'on a réussi à bien gérer après. On a amélioré, on a créé des occasions. On a marqué les 2 buts en première mi-temps, que c'était très important. Je trouve pas. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'il y a une très bonne équipe de l'autre côté, mais je trouve qu'on a été bien dans le match. C'était un début de match difficile, mais après il y a un pari, je trouve, qui est beaucoup mieux en fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps. Oui, je trouve. C'est avec des matchs comme ça, des matchs de haut niveau contre une bonne équipe, une victoire importante à la maison. C'est comme ça qu'on va évacuer tous les mauvais moments qu'on a passés avant. Et bon, c'est surtout penser vers l'avant, penser à les prochains objectifs qu'on a. C'était une victoire importante. Et avant d'une trêve de sélection, pour bien aller en sélection avec la tête tranquille. C'est vrai. Mais bon, je trouve qu'il faut qu'on reste prêt. Il faut qu'on enchaîne les victoires. Il faut qu'on reste collé pour mettre un peu de pression. Et s'il arrive l'opportunité, il faut qu'on soit prêt pour laisser passer. On est très déçus du résultat. Après, voilà, on savait qu'on allait tomber face à une bonne équipe. Après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de fatigue pendant le match. Et c'est vrai qu'on a joué un peu trop bas à un moment donné. Non, c'est pas une excuse, mais c'est vrai que quand tu joues un match le jeudi, c'est dur d'être à 100% physiquement le dimanche. Après, non, c'est pas une excuse. Le Paris Saint-Germain était meilleur que nous, ils l'ont remporté et voilà. Exactement, il y a des regrets. C'est sûr qu'on a énormément de regrets vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'à Rome, il s'est passé la même chose. On a marqué, puis on a encaissé un but derrière. C'est vrai que voilà, on devrait plus tenir le score et mieux défendre sur certaines occasions. Impressionné, pas vraiment. Après, on n'était pas sur un grand PSG ce soir, mais voilà, quand même, ça reste le PSG avec de très très grands joueurs. Bah oui, ça reste le PSG avec de très très grands joueurs. Comme le dit si bien Diakabi. Et ben justement, allez, on va vous donner le classement avec Monaco premier avec 71 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain à 65 points. Déjà 6 points d'écart. Attention, cette équipe monégasque qui commence à partir. Troisième, Nice, 64 points. Quatrième, Lyon, 50 points à Marseille. Et cinquième, et Bordeaux, sixième avec 46 points tous les deux. En bas de classement, on retrouve 18e Nancy, 28 points. 19e Bastia, 25 points. Et 20e Lorient, 25 points. Qui revient au contact de toutes ces équipes. Ça va être chaud le matin. Ouais, ça va être très très chaud. Allez, on a fini, on ferme la page Ligue 1 et avant d'ouvrir cette page Ligue 2, on va justement aller du côté des équipes de jeunes du FCSM avec justement Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Ça pète la musique, c'est bon ça. Bonsoir Alexis, es-tu là ? Bonsoir. Eh oui, il est là, Alexis. Ça va ? Ça va et vous ? Bah écoute, parfaitement bien. Allez, on va commencer avec les équipes de jeunes. Alors après une qualification en Coupe de Franche-Comté mercredi sur le terrain de l'AS Château de Joux, 2-1, très bel endroit d'ailleurs. But de Glexin et, je vais essayer de bien le prononcer, Umdenstock. La réserve socialienne recevait le FC Guignon. Est-ce qu'ils ont poursuivi leur série de 2 victoires d'affilée ? Eh bien non, une courte défaite sur le score de 1-0. Pourtant, avec un groupe renforcé par 10 professionnels, si on compte l'entrée en jeu de Axel Actas, plus le 11 titulaire avec 9 pros. Donc rapidement, pour parler du 11, Maxence Prévost évolue au poste de gardien. Une défense avec Salem Mbakata, Ryan Senadji, Pierre Gibaud et Jason Pendant. Le milieu à 3 avec le capitaine Sofiane Daham et les expérimentés Illa Maritra et Johan Ramaré. Et l'attaque à 3 également avec Franck Honora, Brian Lasme et Marcus Thuram. Donc un match, pour résumer le match, un match où les deux équipes ont eu leur mi-temps, je dirais, avec la première mi-temps plutôt en faveur du FCSM. Les premières occasions sont pour le FCSM et Thuram et Brian Lasme vont être tout proches d'ouvrir le score dans cette première mi-temps. Guignon va avoir également une très belle occasion, donc Prévost va nous montrer tous ses talents sur le peu de travail qu'il a dans cette première mi-temps.
Donc une première mi-temps assez intéressante dans le contenu. Une deuxième mi-temps plus compliquée par contre, puisque les Sochaliens concèdent les premières occasions. Prévost sort un très bel arrêt avant de remporter un face-à-face. Ramaré est tout près contre le cours du jeu de cette deuxième mi-temps d'ouvrir le score. Mais c'est bien Guignon qui va avoir les meilleures occasions avec un poteau de l'homme en forme Ouadragogo et un penalty qui va être le plein match puisque c'est un penalty assez généreux selon moi puisque le joueur offensif de Guignon, Revuelta, semble s'écrouler seul dans son élan après une belle percée. Personne ne semble le toucher, mais l'arbitre, pas forcément bien placé sur l'action, accorde un penalty qui va justement être transformé par Ouadragogo, 5 buts en 6 matchs, je crois, pour cet attaquant, un très bon joueur. Donc le score en restera là, une défaite 1-0, une défaite pas forcément méritée. Je pense que le match nul aurait été plus logique. Des Sochaliens donc qui vont descendre de 2 places et qui se retrouvent 8e avec toujours 25 points. Oui, on était en train de discuter avec Renan, parce que j'ai fait une petite gaffe tout à l'heure, c'est parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas autant d'écart. En fait, voilà, Paris Saint-Germain a bien 68 points, et non pas 65, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc le championnat n'est pas encore fini pour les Parisiens, donc s'ils m'écoutent, je pense qu'ils ne vont pas vraiment être contents. Bon allez, on passe justement après un week-end sans jouer, les U19 se déplaçaient du côté de Troyes. Dans un match de haut de tableau, ont-ils poursuivi leur série de 2 victoires d'affilée? Eh bien oui, ça passe, même c'est un très beau succès pour les U19 Sochaliens, une victoire 3 à l'extérieur, un 11 assez jeune où on va récompenser les joueurs qui se sont le plus montrés en U17 notamment. Roanol est bien le gardien habituel, la défense est composée de Warhol, Kunz le capitaine du U17, Josepho et Safleur, le milieu à 3 avec 2 joueurs à vocation défensive, Mbedenstock et Zepeki, Loachaud habituel meneur de jeu, et devant 3 joueurs offensifs, Gaëtan Bug, Victor Glenslin et le jeune Jordan D'Ambrosio, meilleur buteur du groupe U17. Donc, pour parler du contenu, on a des Troyens qui vont obtenir les premières occasions, qui vont buter sur un très bon Roanol. Les Sochaliens vont savoir gérer les sauts en PM et ouvrir le score sur leur première occasion. Jordan D'Ambrosio, pour sa première titularisation, a inscrit son premier but. Sur une très belle action, très bon mouvement collectif, tous les joueurs participent à l'action. Et c'est conclu par un caviar de Glenslin, une passe devant le gardien pour D'Ambrosio qui a juste à pousser le ballon au fond. 3 égalisera néanmoins 10 minutes plus tard à la suite d'un coup franc. Mais Glenslin va marquer dans les dernières minutes de la première mi-temps un but qui permet aux Sochaliens de prendre l'avantage et de reprendre confiance et qui leur permet donc de mener 2-1 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on va avoir une équipe troyenne qui va logiquement réagir, va passer la vitesse. Les Sochaliens vont subir une forte pression. Mais la défense va tenir. Comme je l'ai dit, on peut souligner le réalisme des Sochaliens, une défense très solide, une attaque qui, sur le peu d'occasions, marque. Et donc, à la 65e minute, Glenslin va plier le match avec, sur une nouvelle passe décisive de Loachaud, un doublé de Victor qui porte son compteur personnel à 10 buts cette saison. Les Sochaliens ont d'ailleurs, après ce but, l'occasion d'aggraver le score, mais on en restera à ce score de 3-1. Au classement, c'est donc une bonne performance pour nos Sochaliens qui dépassent leur adversaire du jour et s'emparent de la 3e place. On a donc 41 points à 7 points du premier, donc on a rattrapé l'écart qu'il y avait. Et on a un match en retard qui se jouera justement le week-end prochain contre le DFCO. Alors les U17 Sochaliens sur une série de 3 victoires recevaient Torcy Val-Maubuée, une équipe de la région parisienne si je ne me trompe pas. En sachant qu'il ne leur manquait qu'un point pour être champion, ont-ils assuré ce titre ce week-end? Eh bien oui, le titre est assuré puisque les Sochaliens l'ont remporté 5-4. Un 11 également très remanié puisque le titre était quasiment acquis. La première titularisation du portier Lagrava. Derrière, une défense avec Guyot, Baki, Lacroix et Souvaré. Aucune surprise dans le reste du 11, notamment dans les joueurs offensifs, si ce n'est l'absence de D'Ambrosio. Donc on a dit précédemment qu'il était convoqué en 19. Mais les joueurs Adong, Diaye, Le Sueur, Lambolet, Jazouk et Bariki sont bien présents. Donc un début de match largement dominé par des Sochaliens et logiquement récompensé, puisque avec leur capitaine Gabin Lambolet, auteur de son premier but de cette saison, les Sochaliens vont ouvrir le score. Une ouverture du score qu'ils vont hélas pas tenir longtemps, puisque 5 minutes plus tard, ils concèdent l'égalisation sur un penalty assez évitable selon moi. Torcy va profiter d'une défense sochalienne douteuse, peut-être pas entièrement remis de ce penalty, pour inscrire un deuxième but.
Donc Torcy mène 2 à 1 minute avant la mi-temps. Et Adong va justement parvenir à égaliser dans le temps additionnel de la mi-temps. But de la tête, son 5e but cette saison. Et on en est donc à 2-2 à la mi-temps. Donc tout reste à faire. Un autre Sochaux qui va apparaître en deuxième mi-temps. Un Sochaux qui va montrer plus d'envie, plus d'impact. Et qui va être récompensé 1 minute de jeu dans cette deuxième période. Et un score 2-3-2 pour des Sochaliens qui marquent par Jazouk sur une nouvelle passe décisive de Tanguy Guyot. Donc on joue après 10 minutes et on porte le score également à 4-2. Doublé de Jazouk sur une autre ronde de Bariki. Donc Cameron qui inscrit donc un doublé et qui porte son compteur à 11 buts cette saison. On en est à 4-2. Et là, on va réussir à se faire égaliser. Torcy, une équipe très méritante, qui va inscrire un très beau but à la 70e, une très belle frappe pleine lucarne. 4-3 puis 4-4 10 minutes après ce but avec une erreur du portier sochalien. On en est à 4-4 et alors qu'on se dirige vers un match nul, Darren Kingsley Gerkosambia qui entre en cours de jeu libère Sochaux en inscrivant son 2e but de cette saison. Il me semble qu'il a inscrit ce but à la 95e. Donc dans la toute fin du match, il offre le titre aux Sochaliens. Puisque, comme tu l'as dit, nous sommes officiellement champions. Et la première équipe à se qualifier pour les playoffs, 60 points, 15 points de plus que la JO Auxerre qui est deuxième. Et la meilleure différence de but du groupe plus 52, avec une attaque qui a notamment inscrit 71 buts en 22 rencontres. Pas mal en tout cas, bravo à eux et bravo au coach. Alors toujours invaincu cette saison, les U15 Sochaliens restaient sur un double succès contre Pontarlier. Ils recevaient le FC Vesoul ce week-end. Ont-ils poursuivi cette spirale incroyablement positive? Eh bien oui, les U15 Sochaliens sont toujours invaincus avec une nouvelle victoire de 1. 3 changements comparés aux 11 de la semaine dernière avec Bordet, le gardien qui remplace Bonnemain. Offensivement, Galvez et Mimpemba remplacent Philippe qui était malade et Rapoul. Le reste du 11 sans surprise. On retrouve la défense Cousseau, Treasure, Diane Boucharet. Devant Meudre, Gerbert, puis Antonio et Pélissard offensif. Les buteurs, eh bien, Jésim Pélissard, sans surprise, le meilleur buteur du groupe avec 12 buts cette saison. Et Noam Mpemba qui lui inscrit son 9e but personnel. Au classement, les Sochaliens conservent donc logiquement cette première place avec 46 points, 4 points d'avance sur le Dauphin, la JO Auxerre et une meilleure différence de but de plus 40. Donc, pour parler de cette équipe U15, ils ont la meilleure attaque, 50 buts, et la meilleure défense de leur championnat avec 10 buts encaissés. Eh ben, bravo à eux, bravo à toutes ces équipes. En tout cas, il y a des buts, il y a un titre. Exactement, c'est l'avenir du FCSM dans toute cette jeunesse. Tous ne finiront pas professionnels, c'est certain, on le sait tous. Mais en tout cas, ils auront reçu une belle formation du côté du FC Sochaux Montbéliard. C'est ça qui est le plus important, non seulement pour la vie de footballeur, mais aussi pour la vie d'homme, car c'est important également. Eh ben, merci Alexis pour toutes ces précisions. Et puis on te retrouve non pas lundi prochain, parce qu'il n'y aura pas d'émission, hein, vous savez que c'est la trêve internationale, donc il n'y aura pas grand-chose à dire. On se retrouvera le lundi 3 avril. Ça marche pour toi, Alexis? Bonne semaine à vous. Bonne semaine, et puis au lundi 3 avril. À bientôt, Alexis. Allez, on passe cette fois-ci à la Ligue 2. Allez, on va passer à la Ligue 2. Je vais déjà vous donner les résultats de cette Ligue 2. On parlera de Sochaux juste après. Avec Amiens qui est allé s'imposer du côté du Restart, 1-0. Orléans et le Gazélec Ajaccio, 1 but partout. Niort est allé s'imposer du côté de Clermont, 1-0. L'AC Ajaccio et Le Havre se quittent sur un match nul, 0 partout. 3 est allé s'imposer du côté de Bourg-Péronnas, 4-2. Je fais un petit salut, un petit coucou à Aurélien Fèvre d'ailleurs en passant. Brest a battu Laval 3-0. Et Tours est allé s'imposer largement du côté de Valenciennes, 4-0. Ce samedi, il y avait une rencontre également avec Lens qui était s'imposé du côté de Reims, bien aidé par Reims avec Janvier avec un but contre son camp à la 50e. Et puis après, c'est Zoubir à la 70e qui offre la victoire à cette équipe de Lens en tous les cas. Et Lens qui leader de Ligue 2. C'est ça, leader.
à égalité de points en tout cas avec Brest, mais Brest est second, 52e, la différence de but. Et Reims 3e, 49 points. Amiens 4e, 48 points. Sochaux 10e, 41 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Tours, 29 points. Auxerre 19e, 29 points. Et Laval 20e avec 26 points. Et bien justement, on va parler un peu de cette équipe sochalienne qui s'est imposée du côté du Stade Bonal. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, cette victoire. Elle est arrivée enfin. Les joueurs ont mis ce qu'il fallait en tout cas, même s'il y a eu 20-25 premières minutes compliquées pour l'équipe sochalienne. Mais un superbe coup franc de Florian Martin à la 66e minute de jeu. Fanevaima Andriatsima à la 69e qui, sur une frappe de Martin. Le portier adverse, dégage son camp, mais le ballon revient sur Tousga qui redonne tout de suite pour Faneva Andriatsima. Voilà, un bon collectif, un petit jeu collectif sympa, et il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. Mais bon, c'est souvent ça des fois qui est le plus difficile. Mais c'est vrai qu'au moins on a vu une équipe sochalienne qui avait envie. C'est vrai qu'en 3 minutes, ils ont pillé ce match, même si en fin de rencontre, quand on est entraîneur, c'est là-dessus qu'on va travailler, parce que Brianon à la 84e minute de jeu, sur un coup franc est tout seul, il n'y a personne au marquage, mais ça c'est un peu un péché sochalien. Les coups de pied arrêtés ces derniers temps, contre Lens, on peut penser les deux buts encaissés. Les 2 buts encaissés, alors qu'on menait 1-0. Justement, on avait ouvert le score par Florent Auger sur une belle tête décroisée sur un corner, et finalement en fin de partie, c'est pour ça qu'il faut, il y a des aspects quand même, ça c'est pas normal d'encaisser 2 buts comme ça à Lens, et c'est pareil, là c'est la même chose, et je pense que pour la saison prochaine, il va falloir quand même remédier à tout ça. On verra bien, sans doute que avec ou sans Albert Cartier, on verra. Avec ou sans Albert Cartier, on verra ce qui sera décidé en tout cas par l'actionnaire chinois Monsieur Li. En tout cas, j'espère qu'il mettra ce qu'il faut pour cette équipe sochalienne. Vise un peu autre chose qu'une pauvre 10e place. En tout cas, je l'espère. Justement, on va écouter le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Nîmes. Et puis juste derrière, vous entendrez les réactions d'Albert Cartier et puis de Bernard Blacard. Sochaux 12e accueille Nîmes 5e. Des Nîmois qui peuvent rêver d'une accession en Ligue 1. Ils sont bien positionnés et surtout ils obtiennent de superbes résultats à l'extérieur. C'est la meilleure équipe de Dominos Ligue 2, loin de son stade. 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites seulement. Sochaux est prévenu. Des Nîmois qui se déplacent avec Briançon pour capitaine. Diabaté, Azouni, Savanier, Valls, Kouakou, Ripard et Tube sont tous là. Il y a tout de même pas mal d'absents comme Gallon, Arek, Sissoko ou Alioui blessé. À la couche, lui, est suspendu. L'équipe de Bernard Blacard qui va essayer d'obtenir un nouveau bon résultat à l'extérieur. Et pourquoi pas sur cette première occasion. Mais elle est manquée. Première possibilité intéressante pour les Crocos et pour Sada Tube. C'est manqué, mais ce sont bien les Nîmois qui dominent ce début de match. Ils restent sur 2 victoires consécutives et sur 11 matchs sans défaite. Ils ont pris les devants mais n'ont pas réussi à marquer. Et Sochaux se réveille enfin, des Sochaliens qui en général aiment prendre les devants à domicile. Ça tarde un petit peu à venir sur ce match, mais ça commence à être intéressant, notamment sur cette déviation de Faneva Andriatsima qui n'arrive pas à accrocher le cadre. Nîmes réalise tout de même une bonne première période, une meilleure première période que son adversaire, avec le dribble à l'intérieur de la surface de Sada Tube et le tir sur le poteau. Les meilleures opportunités ont donc été nîmoises dans ces 45 premières minutes. Mais à la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Sochaux a besoin de se rassurer un petit peu après 2 défaites consécutives. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 10 derniers matchs pour les Lionceaux. Werner et Karanovic ne sont pas là, mais Teke, le capitaine, est bien présent en compagnie de Berenguer, de Sao, Tardieu, Tousgar et Andriatsima. Il y a de quoi marquer des buts pour Sochaux, à condition de prendre enfin le match par le bon bout. Et c'est le cas dès le retour du vestiaire. Tout de suite une occasion, et toujours pour Faneva Andriatsima. L'international malgache ne réussit pas à marquer, mais son équipe insiste. Le ballon est relâché par le gardien puis sauvé par la défense. S'ensuit ce coup franc très bien placé. Et enfin le premier but du match, Florian Martin qui place cette balle parfaitement, 66e minute. Ça fait 1-0, le deuxième but de la saison pour Martin. Sochaux récompensé de sa seconde période, bien meilleure que la première. Nîmes n'a pas profité de ses occasions lors des 45 premières minutes et le paye très cher sur le coup franc de Martin, mais également sur cette action. Ballon repoussé par Yann Maria, ça termine dans les pieds de Faneva Andriatsima qui porte le score à 2-0 à la 68e minute, 2 minutes après le coup franc de Martin. C'est terrible pour Nîmes
qui était pourtant bien parti dans ce match, mais qui subit 2 buts très rapides au cœur de la seconde période. Sochaux s'est bien réveillé, de quelle manière? Difficile de réagir dans ces circonstances pour les Nîmois. Petite opportunité tout de même pour Renaud Ripard. Le ballon capté par Christopher Dillot. Il reste encore une chance avec ce coup franc. La reprise de la tête d'Anthony Briançon. Le capitaine réduit l'écart à la 84e minute. C'est son 4e but de la saison. Il n'y a plus que 2-1 pour Sochaux, mais le chronomètre tourne en faveur des Lionceaux. Et Nîmes fait piéger. Nîmois qui voient leur ambition légèrement altérée par cette défaite. Victoire de Sochaux, 2 buts à 1. Pendant une vingtaine de minutes, je crois. Quand je dis je crois, c'est pas sur l'entame difficile, c'est à peu près le temps. Entre 15 et 20 minutes difficiles. Puis ensuite, quand on a pris l'ascendant, on ne l'a plus lâché jusqu'à ce qu'on ait mené 2-0. Il y a eu des choses intéressantes. En termes de statistiques, il y a eu 18 tirs, 6 cadrés. Il y a eu 60% de possession de balles. Il y a eu 421 passes, mais surtout 339 réussies. Et 22 centres. Donc c'était intéressant. Voilà. Quelque part, les joueurs ont joué avec ambition et avec respect. C'est ce qu'on a dans des respect du maillot, du club, c'est ce qu'on attendait. Tout n'est pas parfait. La preuve, les 20 premières minutes sont compliquées quand même. Et puis il y a encore eu du déchet, mais les choses étaient plus le ballon circulait mieux. On avait décidé de jouer avec un système quand même audacieux, le 4-4-2. Et puis qu'on décide de rester haut, surtout, et qu'on souhaite et qu'on garde cette équipe de Nîmes dans sa moitié de terrain, nous a permis de récupérer des ballons beaucoup plus vite et d'être peut-être aussi plus dangereux voilà, dans l'instantané. C'est le résultat qu'on attendait, c'est le match qu'effectivement on avait envie de voir aussi. Je pense qu'en jouant avec ambition et respect des couleurs, du maillot, les joueurs ont montré qu'ils avaient compris, les messages qu'on essayait de leur faire passer, et puis de la nécessité d'être performant, notamment à domicile. Ça devrait nous permettre d'avoir un jeu encore un peu plus aéré, un peu plus libéré peut-être aussi. Voilà. Ouais, je l'espère. Ouais. Oui, ça paraît logique. À partir du moment où on se retrouve à 10, c'est devenu compliqué. Voilà, on a eu nos opportunités. Je pense qu'en début de match, on a eu des possibilités. Voilà, on a pas mal fini non plus. Mais bon, de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à jouer à 10 parce que un match sur 2, on termine à 10. Faut pas... On a l'impression que... Non, je vais me taire, au mieux. À un moment donné, on peut pas. À un moment donné, tu peux pas. Quand tu n'as pas ton capitaine, tu n'as pas ton meilleur buteur, tu joues à 10, à un moment donné, vous êtes gentil. Mais moi, j'ai jamais parlé de monter ou quoi que ce soit. Donc, faut revenir les pieds sur terre. Aujourd'hui, offensivement, on a été tendre. Voilà. Après la réaction des joueurs en fin de match à 10 est intéressante aussi. Perdre 2-1 à Sochaux, il n'y a rien de déshonorant non plus. Il faut comparer les statuts des clubs. Comparons Sochaux et comparons avec le Nîmes Olympique. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'on soit devant eux. C'est ça qui est étonnant. Ça, c'est vrai que c'est étonnant que Nîmes soit devant nous, oui. je suis assez d'accord avec Bernard Blacard. Amiens, Nîmes et tout, ils ont... Normalement, Sochaux devrait jouer les premiers rôles en Ligue 2. Ouais. On est entièrement d'accord avec toi, en tous les cas. Allez, on va recevoir Bernard. Bernard, est-ce qu'il est là, Bernard? Bonsoir, Bernard. Il n'y a pas de souci, bonsoir. Oui, il est là, Bernard. Ça va, Bernard? Bon, la victoire? Oui. Fait du bien, celle-là. Enfin. Oui, la victoire. Mais comme je disais encore avec quelques collègues ce matin de boulot, arbitrage catastrophique, parce que première faute sur tout genre, en première mi-temps, c'est pénalty. Ouais, bon, après, c'est l'arbitre qui décide. La faute, elle est dans cette fois, c'est pénalty. Et puis le troisième but que marque Sochaux, il est entièrement valable. C'est vrai aussi. Il est entièrement valable. Le principal, c'est d'engranger, voilà, de prendre cette victoire après le match pitoyable de Lens. Voilà. Après le match de Lens, c'est quand même c'est important. Puis là, au moins, ils vont partir en vacances et certains vont justement jouer des matchs internationaux. Comment sur je vais vous parler du match de Lens. Je vais revenir sur le match de Lens. Le premier but de Lens, il n'y a pas faute, absolument pas. Et puis sur le deuxième but, il y a une faute sur Pierre Gibault. Oui, aussi, mais c'est surtout ce qu'on va retenir, c'est pourquoi on prend 2 buts comme ça alors qu'on mène au score 1-0. Bon, ça peut arriver, hein. D'ailleurs, c'est arrivé à Nancy en Ligue 1, mais je veux dire,
C'est Tous les pas, matchs, c'est pas normal parce que non seulement c'est pas le premier match dont le scénario est identique, on l'a vu contre Clermont à Bonal, même si on a réussi à égaliser en fin de match par une superbe frappe de Jean de Fuchs, on aurait pu perdre cette rencontre. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'on a l'impression qu'il y a certains joueurs qui lâchent pendant le match, que voilà, on mène 1-0, c'est tranquille. Et on sait que sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas bon, on n'est pas au marquage. Là, comme là encore le but de Nîmes, on n'est pas du tout au marquage, il est tout seul le joueur. Voilà, mais ça, c'est les joueurs qui doivent être. Le joueur doit être au marquage. Là, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien du tout. Et puis oui, en parlant du but de Nîmes, à la 43e, il est entièrement valable ce but. Oui, aussi. Donc après, on peut comprendre que Bernard Blacard soit pas satisfait de l'arbitrage, c'est certain. Mais bon, après ça. Ouais, je vais vous dire, il n'est pas le seul, parce que moi j'étais au match vendredi soir, et samedi soir, j'ai regardé le match en replay sur BeIN, Sochaux-Nîmes. Mais il faut voir les mains, puis les hors-jeux qui n'ont pas été sifflés. Oh là là, mais c'est un grand semble. Oui, bah c'est sûr qu'après, oui, après on peut. Mais après, après, ça reste que des êtres humains. Après, ils peuvent se tromper aussi également. Ça va tellement vite dans le football. Voilà, ça, je peux comprendre qu'on puisse pas tout voir sur un terrain de foot. Mais après, il y a des choses flagrantes qu'on peut quand même voir et signaler. Et ça aussi, c'est le rôle des juges assistants, hein, aussi d'aider l'arbitre central parce qu'il est pas tout seul. Et c'est un peu là que je leur reproche certaines choses. C'est que souvent, les juges de touche ne prennent pas toujours les responsabilités. Et ils peuvent aussi dire à l'arbitre central, voilà, vous êtes trompé, tu t'es trompé, c'est pas bon. Ils peuvent aussi prendre la responsabilité parce que c'est bien beau de mettre 3 arbitres, bien sûr, voire 5, même en mettre un derrière le but. Si à la finale, ils ne voient rien du tout, ça change pas. Pour moi, ça change rien. Après, c'est vrai qu'on pourrait refaire le match, il faut d'arbitrage du côté de Sochaux, du côté de Nîmes. Bon, l'important, c'était justement de gagner parce que je pense que les gens, les supportrices en avaient besoin. Donc là, c'est fait. Et puis commencer à préparer la saison, en tout cas la saison prochaine, parce qu'elle se prépare dès maintenant. Oui, et puis par contre, c'est vrai que Florian Martin, il met un beau but, mais par contre, j'ai pas trop apprécié son geste à fait, là. Après, là, il fait un bras d'honneur, c'est pas trop sympa de sa part, quand même. Un bras d'honneur à qui ? Au public. Ah bon ? Ah oui. Oh, j'ai pas fait attention à ça. Ça n'a pas été trop relevé, parce que j'en ai pas entendu parler. J'ai pas trop fait attention. Moi, j'ai bien vu le bras d'honneur qu'il a fait. Si vraiment c'est ça, c'est pas... Moi, je vois pas trop l'intérêt, parce que... Après, les gens ont le droit de pas être contents des prestations des Sochaliens. C'est tout à fait légitime, en tout cas vu ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc après, si vraiment c'est le cas, ça sera sans doute sanctionné en interne. De toute façon, en première mi-temps, on n'a pas chanté, comme ça les a fait un peu. Oui, mieux à chanter qu'à la mi-temps. Après, c'est logique aussi, les gens ne sont pas contents, donc ils ont un mouvement d'humeur qui est tout à fait respectable et c'est normal, c'est des actions qui existent en tous les cas. Merci Bernard en tout cas de cet appel. Et puis, là, on va se reposer pendant 15 jours. On va être tranquille pendant 15 jours. Tranquille, on aime tous le sport, mais je veux dire, ça permet de recharger un petit coup les batteries. On va regarder cette belle équipe de France. Et puis, on se retrouve pour le match de Strasbourg le 3 avril. Oui, ça serait bien d'aller gagner là-bas ou de faire un match nul. Ça serait pas trop mal. Le pire, c'est qu'ils sont capables d'aller gagner là-bas. Bien sûr. Ils sont capables de tout cette saison. De prendre une boost comme d'aller gagner. Mais on sera toujours, bien sûr, Sochalien. Exactement. Voilà. Merci Bernard. Bonne soirée, Bernard. On vous souhaite une bonne soirée. Allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux, bien évidemment. Allez, on a terminé avec cette page sochalienne. Vous aviez peut-être des choses à rajouter ou... Tout est non. dit. Il est blasé, Renan. Blasé de Sochaux, oui. Vivement que la saison se termine, quoi. Il n'y a plus, après, je pense plus grand-chose à jouer. Je pense que vous faites partie d'une jeune génération qui n'a, comme je voyais sur les réseaux sociaux, qui n'a pas connu les longues années où Sochaux est resté en deuxième division. Et puis ça me rappelle, quand on en parlait avec Fro il y a quelques temps maintenant, il me disait souvent que quand il n'y a pas une génération qui arrive derrière, ça a toujours été comme ça. Sochaux, il y a toujours un saut de génération et quand elle n'arrive pas tout de suite derrière, le club a un petit peu plus de mal. Mais ça reviendra. Après, on est passé longtemps en Ligue 2. Je te dis pas que j'ai pas envie d'y rester plusieurs années. J'ai envie de voir le club remonter, mais ça dépend aussi de l'actionnaire. À un moment donné, il va peut-être falloir quand même
qui nous disent quand même quel projet il veut mettre en place, avec quels moyens surtout, et puis qu'on recrute une équipe compétitive pour la saison prochaine. Bah oui, toi Fred, t'as dû connaître Sochaux champion de France en 1935. Ah, pas 35. J'ai connu les années en 88. J'ai connu les années 88 avec Sauzé, Paille, Lada, Henry, Sylvestre. Oui, j'en oublie un. Sylvestre, oui, bah, tu l'as signalé. Moi, j'ai pas mal. Les frères Bouget, j'ai connu aussi. Moi, j'ai pas mal connu Sochaux quand c'était Pedretti et compagnie. C'était en 2000. C'était, j'étais à l'internat et puis à l'internat, il y avait ceux qui étaient pour Sochaux, ceux qui étaient pour Monaco qui avaient fait une belle saison en Ligue des Champions. Il y en a qui étaient pour Marseille qui avait fait une belle saison en Europa League. Enfin, ça s'appelait pas encore comme ça. Coupe de l'UEFA contre Valence. En finale à Göteborg, c'est ça, je crois me souvenir. C'était Jérémy Gavanon d'ailleurs, l'ancien gardien sochalien qui était le goal de Marseille. Il avait remplacé Barthès, suspendu. Ouais. Et puis j'avais un pote qui était pour Monaco, j'ai dit, et puis pour Bordeaux aussi. Enfin voilà, Monaco, Marseille et Sochaux, c'était pas mal ces années-là. Oui, c'est vrai que ça joue au ballon. On avait Santos devant, on avait Pierre-Alain Fro qui a été décrié au début quand même. Il avait été sifflé par le public. Parce qu'il marquait pas beaucoup de buts, puis d'un seul coup, je m'en souviens pas. D'un seul coup, il y a eu un déclic, il a mis un but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, puis après, il n'a pas arrêté d'enchaîner. C'est ça s'appelle la confiance également. C'est vrai qu'il y avait une belle équipe, tout était réuni, mais ça reviendra. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On a choisi un premier coach qui a mis un peu de temps. Après, moi, voilà, je vois sur les réseaux sociaux, il faut changer de coach, faut changer. Moi, je veux bien, mais bon, on va pas changer tous les 2 ans. Il y a un moment donné, il faut peut-être mettre un projet en place. On prend un coach, on lui donne les moyens de faire son travail. Et c'est ça qui manque. Il faut lui donner, après que ce soit Albert Cartier ou quelqu'un d'autre, mais il faut lui donner les moyens de monter une équipe compétitive. Et si on donne les moyens à un entraîneur, il n'est pas plus bête qu'un autre, il arrivera à monter une équipe compétitive pour monter en Ligue 2. Après, on sait que la Ligue 2, c'est compliqué, c'est un championnat vraiment à part, mais avec une équipe solide, on est capable de monter, même cette saison. Si on avait été un peu plus costaud, je suis persuadé qu'il y a largement moyen d'être dans les 3, parce qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas forcément supérieures à Sochaux, sur le papier en tout cas, mais après, dans la tête, dans un match, il ne faut pas perdre le fil. Par exemple, Brest, qui n'a pas une équipe flamboyante, pas beaucoup de monde les pronostiquait. Elle est costaud. Jouer le premier rôle, et voilà. Elle est costaud, et elle est là. Un coach Furlan qui a l'habitude, qui a de l'expérience aussi. Oui, qui a de l'expérience. Et des bons joueurs qui en veulent. Et voilà. Et qui a aussi peut-être des joueurs qui en veulent. Et peut-être qu'à Sochaux, on a certains joueurs qui sont peut-être plus là ou qui se posent des questions. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué à un moment donné. On va pas citer de nom, mais... Non, on ne citera pas de nom. Allez, on va finir la page Ligue 2 en tous les cas. On reviendra le 3 avril contre le Racing Club de Strasbourg. On va passer au championnat national juste pour donner les résultats de cette 25e journée. Dunkerque s'est imposé 3-0 face à Béziers. On va revenir sur ce match. Lyon-Duché à Créteil 2-0. Pau FC à Avranches 0 partout. Quevilly a battu Belfort 4-2. Ça va pas très bien cette équipe de l'ASM Belfort. On salue les joueurs bien évidemment. On est persuadé qu'ils vont s'en sortir. Épinal et Sedan 1 but partout. Les Herbiers battent le CA Bastia 2-0. Et le Paris FC est allé surprendre Châteauroux 5-0. Et puis il y avait un match samedi, Concarneau a battu Boulogne-sur-Mer 3-0. Belfort est pour le moment 16e avec 24 points et le CA Bastia premier non relégable 14e avec 30 points. Il y a déjà 6 points d'écart. Donc attention ça de ne pas perdre le fil. Allez, juste pour vous donner un petit quand même ce qui s'est passé sur le match Chambly-Consola-Marseille où Chambly perdait 1-0 grâce à David Gigliotti. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est un Monégasque qui a joué à 3 également. Exactement, qui a marqué à la 23e minute de jeu. Et après, Chambly a marqué 2 buts en 60 secondes. C'est quand même assez énorme. Alors bien sûr, la folie s'est emparée du stade de Chambly vendredi soir. Alors de belles bannières, comme je vous l'ai dit, 1-0 plus un peu plus de 60 secondes, 2-1. Mais ensuite, il y a eu quand même des incidents assez graves qui impliquent non seulement des joueurs, mais des éducateurs également. Il y a eu une course-poursuite sur le terrain. Alors, le coup de sifflet final venait d'être donné. Les Camblisiens, parce qu'on les appelle les Camblisiens du côté de Chambly, bien sûr, ils sont aux anges après ce match, avec un dénouement, bien sûr, surréaliste vu ce qui s'est passé. Et les Marseillais, eux, sont sonnés pour certains. Ils restent au sol, ils ne comprennent pas. Mais d'autres veulent apparemment évacuer forcément d'une autre façon la déception.
Et après avoir fait preuve d'un engagement assez viril pendant le match, apparemment, l'un d'entre eux repousse Grégory Gendré. Grégory Gendré, c'est celui qui avait marqué les 3 buts contre l'ASM Belfort quand ils avaient joué là-bas, donc un bon buteur, qui voulait justement lui serrer la main. Alors, l'entraîneur adjoint de Chambly, Florent Routier, il s'interpose. Ça vient du Courrier Picard, je ne l'avais peut-être pas précisé, nos confrères du Courrier Picard. Le bouillant attaquant David Gigliotti mène une véritable chasse à l'homme sur le terrain. C'est un truc de malade. Hein. Sous les yeux d'un public médusé. J'ai vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Heureusement que le public n'a pas bougé. Alors, soucieux d'éviter un affrontement qui aurait pu très mal tourner, Florent Routier part lui se réfugier derrière la main courante. Avec l'intervention des gendarmes, tout finit par rentrer dans l'ordre. Mais on s'ensuit, c'est pas fini. Oui, une bagarre dans les vestiaires, attention, est toujours très vive devant les 2 vestiaires. Si tu es presque l'un à côté de l'autre, oui, c'est des terrains un peu champêtres, on va pas se le cacher. Donc le camp marseillais s'en prend notamment aux 2 Corses du FC Chambly, Benjamin Stanley qui était entré en deuxième mi-temps et surtout à Hugo N qui, blessé, n'a pourtant pas participé à ce match. Alors il y a eu un attroupement jusqu'à ce qu'une bagarre se déclenche, interrompue par une nouvelle intervention policière. Ce qui n'a en tout cas pas calmé les esprits. Un dirigeant du club des quartiers nord de Marseille se montre alors même menaçant. Un dirigeant du club quand même. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. Si vous revenez chez nous, on vous attendra avec des... Bon, je vous dis pas alarme, hein, ça commence par un K, hein, vous allez pouvoir le deviner tout seul. Parchnikov. Oui, voilà, c'est ça. Ça se passera comme vous le voyez à la télé. Non mais c'est grave, hein, c'est grave. C'est honteux. Là déjà, ce dirigeant-là, pour moi, il a plus rien à faire dans le football, puis dans aucun sport. Alors ensuite, c'est pas fini parce que après c'est du pugilat et des coups de poing. Alors au bout de plusieurs minutes, le calme est enfin revenu. Chouette, on se dit c'est fini. La délégation de Marseille Consola a quitté son vestiaire pour se diriger vers le bus qui va justement la ramener vers la Canebière dans la nuit. Sauf que personne n'est monté dans le bus. Forcément, c'est un peu embêtant pour le chauffeur. C'est l'inverse de l'équipe de France. Oui, c'est ça en fait. Et ils sont tous, ils étaient déjà dehors. Ils n'ont pas voulu monter dedans. Alors de toute évidence, les Marseillais attendent la sortie de certains joueurs de Chambly. Alors, quand ils les aperçoivent, forcément, de nouveaux incidents se produisent. Les Camblysiens sont alors écartés par le personnel de la société de sécurité employée par le club les jours de match et même repoussés brutalement derrière une lourde porte, ce qui n'empêche pas ensuite un véritable pugilat dans lequel Hugo N, en caleçon, après avoir perdu son pantalon, a reçu un coup de poing en plein visage. Tandis que Gaharo Doucouré se voit à son tour menacé par un joueur adverse. Alors Doucouré, on sait où te retrouver à l'aéroport. On va revenir te voir. Le président Fulvio Luzi ordonne alors à ses joueurs de se calmer. Ceux de Marseille et Consola finissent enfin par quitter le stade plus d'1 heure après le match. Alors, c'est pas fini, parce qu'il y a un règlement de compte aussi sur le parking. Malgré le départ de Marseille Consola, plusieurs joueurs de Chambly, parmi lesquels Freddy Rocher et Christian Kenkela, qu'on a déjà vu du côté des clubs ACistes, sont les plus remontés. Restent, bien sûr, ils sont un air de peau, comme on peut dire. Le personnel de sécurité aussi. Les uns s'en prennent alors aux autres et vice-versa. En fait, à sa finale, que Chambly s'en prend à tout le monde, ça devient compliqué. Devenu, ouais. Alors, ce qui conduit à 2 brèves altercations entre eux sous le parking, sous le regard interloqué des dirigeants, de certains partenaires et des spectateurs. Bon, finalement, après de longues minutes de discussion, la tension retombe enfin et les esprits s'apaisent. Reste que tous ces incidents, bien sûr, ont fait l'objet d'un rapport des délégués qui va sans doute conduire à des sanctions, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'il y a quand même des dirigeants, des éducateurs. Voilà, c'est des propos que ces gens n'ont pas à tenir et j'espère en tout cas que ça sera on va dire les sanctions vont être prises. Oui, les sanctions vont être prises et qu'elles seront assez sévères parce que c'est quand même inadmissible. Allez, on passe cette fois-ci à l'actualité régionale. On va y faire assez vite parce qu'on est un petit peu à la bourre ce soir. En championnat de CFA dans le groupe C, Jura Sud Foot s'est imposé devant Mulhouse 2-1. Au classement, Jura Sud Foot est 6e avec 30 points. On va passer cette fois-ci au CFA2 dans le groupe E. Vous avez entendu tout à l'heure la Red Show qui s'est inclinée à domicile face à Guignon 1-0. Ornans a battu Solonget 3-0. On a le Besançon Football Club qui s'est incliné à 3 assez lourdement, 5-1, tout à fait. Et le Racing Besançon qui était bien parti avec 2 victoires de suite, qui s'est incliné à la maison, Stade Léo-Lagrange, face à la réserve de Dijon, 2-1. Encore du boulot donc, pour nos 3 clubs franc-comtois pour le maintien. Ouais, ça va être dur. Avec Pontarlier qui a perdu la première place au classement en étant 2e avec 38 points. On a également Sochaux 8e avec 25 points. On a le Racing Besançon qui est 11e avec 18 points. On a Ornans 13e avec 16 points. Et le Besançon Football Club qui, lui, repasse en dernière position, 14e avec 15 points. Allez, on va parler de la DH avec la 12e journée, les matchs en retard entre Levier et Jura-Dolois. Ça a fait 0 partout. Et on jouait la 18e journée en match en retard.
Pontarlier s'est incliné chez lui, ça c'est une surprise, face à Baume-les-Dames. 2-1 au classement, Saint-Vith est premier avec 50 points. Jura-Dolois Football 50 points. Et le Clémenceau-Besançon 3e 48 points. 14e position et dernier. Brest-Jura Foot avec 35 points. Un petit mot de handball pour vous parler de l'équipe de France. On a des joueuses de l'SBF qui font partie de cette équipe. Oui, exactement. En équipe de France à prime. On a Cathy Gabriel qui marque non seulement des points, mais elle marque aussi un but avec 13 arrêts pour 25 tirs. C'était face à la Norvège. Et forcément, elle a forcé le respect de tous les observateurs. Ajouté aussi également 3 pénaltys sur 4 arrêtés. Et victoire de la France à prime face aux Norvégiennes. Rappelons aussi qu'il y a 2 autres joueuses de l'SBF qui font partie de cette équipe avec... Ilona Kiefer réalisé Frécon, justement, qui était aligné pour le match France-Norvège bis, le deuxième, où la France est imposée 33-25. Et c'est vrai que c'est... on sait que Joëlle Demouge, la maman d'Alizé Frécon, elle était présente. Et voilà ce qu'elle a dit justement. Elle a évolué dans son registre en montrant des choses intéressantes en attaque. Elle a régulièrement créé un déséquilibre dans la défense adverse. C'est l'ancienne... CTS de Franche-Comté, et même si elle ne s'est pas complètement libérée, elle n'a pas osé tirer de loin. Alizé dispose à 22 ans, d'une marge de progression très intéressante. Elle préfère recentrer le débat sur la prestation collective de l'équipe à prime. J'ai retrouvé beaucoup de filles avec lesquelles je jouais lorsque j'étais en junior. Il y a un bon groupe, une belle ambiance, on s'entend bien et ça se voyait sur le terrain, précise Alizé Frécon. Ça fait du bien d'évoluer en international avec et face à des filles qui jouent en Coupe d'Europe. C'est enrichissant. Et oui, bien sûr que c'est enrichissant pour tout le monde et surtout pour elle. Allez, Grand Besançon du handball, c'était ce vendredi où on était présent au Palais des Sports avec une défaite pour le GBDH 31-26 face à Tremblay qui est en première position de cette Pro League avec un Patrice Annonay, un gardien qui est resté longtemps du côté du Paris Saint-Germain et qui a tout arrêté en début de match. Pourtant, le GBDH menait 2-0 d'entrée, mais ensuite la machine parisienne s'est mise en route et ça a été très compliqué. Ils ont tremblé. Oui, c'est ça. Ils ont tremblé. Exactement, ils ont tremblé. D'ailleurs, je crois que c'était le titre de l'Est républicain, il me semble. D'accord. Okay. Il me semble que c'était pas loin en tous les cas. Et ils ont tremblé et ils se sont inclinés en tous les cas. Allez, mais Valence a fait match nul face à Nancy, 18 partout. Donc, on va dire que... Voilà, la course continue entre les deux. C'est vrai, la course continue entre les deux. En basket, la 20e journée, Beaujolais Basket a battu le Bezac 77-68. Au classement, le Bezac est 9e avec 30 points. Et en rugby, pour terminer, après on passera vite aux filles de l'US Saint-Vith. Quelle heure il est déjà ? 8h moins 6. Ouais, on n'aura sûrement pas le temps de le diffuser puisqu'on doit laisser la place à Rachid juste après. Peut-être encore 4 minutes. Allez, je finis vite avec Besançon qui s'est incliné face à Agno 21-19. Pontarlier qui a battu Genlis 26-15. Lens-Saunier qui explose Auxerre 52-16. Et au classement, premier Pontarlier avec 62 points. Allez, on passe aux filles de Saint-Vith. On termine avec le match entre le premier et le deuxième. Donc, c'est-à-dire Saint-Vith premier et Blanzy deuxième. Et ça a tourné à l'avantage des filles de Blanzy 2-1. Et pourtant, Saint-Vith avait ouvert le score. Mais ensuite, Blanzy a marqué 2 fois. Justement, vous allez retrouver Mehdi Kawa qui nous parle de cette rencontre. On est avec Mehdi Kawa, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Vith, qui s'est incliné aujourd'hui sur son terrain face à Blanzy 2-1. Pour un match qui avait bien pour commencer pour Saint-Vith avec ce 1-0. Après un... Et ce deuxième but en seconde période entaché sûrement d'une faute après cet avoir. Ouais, comme tu dis, on a très bien commencé le match, on en allait chercher très très haut parce qu'on sait qu'elles savent bien jouer au foot, on l'a vu au match aller, donc on sait que c'était des joueuses, mais on en allait chercher très très haut, elles n'ont pas pu mettre leur jeu en place comme elles l'ont fait au match aller où on avait vraiment été mis à mal et on s'en sortait avec une victoire, donc ça s'est super bien passé par rapport à là où on commence très très bien et puis le fait du match, je pense c'est surtout la blessure de Léo qui sort sur une, j'espère, moins grosse blessure que ce qu'on pense, et derrière on a un très très gros temps faible, très long du coup pour finir la première et on prend notre but sur ce temps faible sur un de leurs millième ballon long qu'elles ont su nous mettre dans le dos, donc on a été défendu très très mal. Après ouais, sur le deuxième but, je sais pas trop, je vois pas très bien, donc j'ai pas trop l'habitude de parler des arbitres. Après il y a des décisions là pour le coup qui sont évidentes et qui prend pas, donc je sais pas. Après j'ai pas trop l'habitude de parler des arbitres, on a perdu parce qu'on a manqué de réalisme aussi, on a manqué un peu de fraîcheur en fin de match, même si on a la maîtrise du ballon, parce qu'on voit qu'en deuxième elles ont 0 action, donc
c'est frustrant à part ce corner et cette faute. Voilà, on sait pas trop, je m'étends pas sur les arbitres parce que j'aime pas ça et j'accepte de perdre quand on perd et on rebondira, on fait resserrer un peu le championnat, c'est bien. Comme ça, tout le monde essaiera de nous battre en deuxième et puis on verra comment ça se passe. Pour l'instant, on est toujours devant, donc voilà, il y a petite alarme mais pas péril, donc ça va. Et d'ailleurs, comment va votre jeu? C'est vrai qu'on l'a vu sortir, on a vu les pompiers arriver, on en sait plus sur sa blessure? Pour l'instant non, parce qu'elle est partie comme tu dis avec les pompiers, et puis j'ai pas de nouvelles, donc je vais vite retourner au vestiaire et l'appeler pour voir ce qu'il en est, mais j'espère que ce soit moins grave que prévu, donc on verra. C'est le genou, on sait jamais trop, donc tant qu'elle n'est pas passée, donc on va voir ça rapidement et j'espère qu'elle sera vite de retour parce qu'elle nous a manqué sur la fin de match, depuis sa sortie, donc j'espère qu'elle se rétablira très très vite. En tout cas, on lui souhaite un très très bon rétablissement. C'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que le championnat est relancé cette fois-ci. Et bon, c'est une petite alerte, c'est aussi une bonne piqûre de rappel aussi également. Oui, non, mais c'est bien sûr la défaite, faut la prendre comme quelque chose de positif, même si c'est pas facile. Ça va nous permettre de peut-être nous reconcentrer, même si on n'a pas été déconcentré dans le match. On a fait ce qu'on avait à faire, ce qu'on savait faire. Ça n'a pas payé ce coup-ci, mais ça remet rien du tout en cause. Après, je te dis, il y a des je vais pas m'étendre, mais ça remet rien du tout en cause. On va continuer à travailler. On est toujours devant, un point devant. Après, ça appartient à nous de rester devant. Si on fait pas de faux pas sur les matchs qui restent, il n'y a pas d'alarme. Si on en fait un, là par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va faire en sorte de pas en faire. Il manquait juste l'efficacité sur ce qu'on a vu en fin de seconde période. Ça invite à pousser et aurait dû égaliser, mais c'est aussi ça. Dans le foot, c'est l'efficacité. Ouais, voilà, c'est notre problème à nous. Hein. Ça a été t'es venu à Domont, contre Domont en Coupe de France, c'était le même problème. Où on a le ballon, on sait avoir le ballon, on sait se créer des occasions, mais on sait pas très bien les finir. Donc on va travailler encore la finition, même si on le fait déjà pas mal. On va continuer à bosser pour finir ces occasions qu'on a et se mettre des fois tout de suite à l'abri plutôt que de courir après des scores comme on l'a fait aujourd'hui. Donc ça remet pas grand chose en cause. Je suis quand même fier de ce qu'ont fait les filles parce qu'elles ont quand même fait beaucoup d'efforts et ça me rassure de voir que cette équipe de Blanzy finit le match avec des crampes un peu partout et puis que nous on a encore les cannes, donc la fin de saison va être intéressante, plus intéressante que ce qu'on attendait. On viendra suivre encore quelques matchs ici parce que c'est vraiment sympa, on passe un très bon moment. Ouais, c'est gentil, je te remercie de t'intéresser à nous encore une fois comme depuis un petit moment, donc t'es le bienvenu. On t'attend tous les dimanches sur 2 en tout cas. Voilà. Après on est dans la région, donc tu vois, on a Belfort et tout, tu peux venir aussi. Bon, on verra pour aller jusqu'à Belfort en tous les cas. En tout cas, c'était un moment très sympa avec Mehdi Kawa, l'entraîneur de cette belle équipe de l'US Saint-Vith. Eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles. Ronan, merci d'être venu. Merci, c'est toujours un plaisir de venir. Merci à toi. Merci Thomas. Merci Fred. Merci Fred, merci Ronan. Allez, on se retrouve le lundi 3 avril, pas la semaine prochaine. Il y a la trêve. Il y a la trêve. Et puis pour nous aussi, ça va nous faire un petit peu de vacances. Allez, surtout, n'oubliez pas. Allez Sochaux www.radiochalombesançon.com